Et pour parler de la trilogie Cornetto, on a invité 2 personnes aujourd'hui. On a invité Marine Labourie, qui est chroniqueuse. Continue. Quand ça veut pas. Ok. Marine Labourie, qui est chroniqueuse. Chroniqueuse, tu peux y arriver. Chroniqueux titre, ça c'est bien ça. Comme ça. Chroniqueux, ouais. Chroniqueux. C'est chaud quand même. Un podcast. Faut arrêter là. Podcast X. Ouais. Chroniqueux. Tu peux dire aussi des gens qui aiment bien le cinéma. Croque sa queue. Croque sa queue. Putain, quoi. Ouais, moi aussi. Allez. Ok, on recommence. C'est qui a dit que ça allait être triste comme podcast? Popcorn Club numéro 17. Aujourd'hui, on vous parle de la trilogie Cornetto. Bonjour Vincent Tottini. Bonjour Caroline Poisson. Et pour parler de la trilogie Cornetto, on a invité 2 personnes. Aujourd'hui, on a Marine Labourie, qui est chroniqueuse podcast, spécialiste en psychologie de personnages, fan de slasher de la première heure. T'es fan, hein? Ouais, absolument. Absolument. Et Christophe Mavroudis, qui est réalisateur, journaliste, scénariste, grand-pape et grand-papa ours de Mes Fameux. Et c'est notre genre de spécialiste. Ah oui, C'est le notre genre de genre de spécialiste. spécialiste. Voilà, ça j'aime bien. C'est ce que je préfère. C'est parti. Vincent, Donc attends, parce que maintenant on en est où? Alors, On en est Tu au dois début de résumer le l'émission. sujet. alors oui, c'est ça. Donc, et attends, et on a Oui. Manon, notre Ah oui. technicienne son, qui enregistre cet épisode pour nous. Merci Manon, Voilà, bonjour Manon. Attends, faites dis un bonjour au accueil à micro, Manon à la technique. Bonjour. Ah voilà. Bonjour Manon. Maintenant Bonjour, Vincent, Manon. tu peux y aller. Donc la trilogie Cornetto, pour les 2-3 du fond qui ne sauraient pas du tout de quoi on parle, c'est pas forcément des films qui vont parler de glace, ou en tout cas très peu, puisqu'il s'agit en fait d'une trilogie de comédies réalisée par Edgar Wright à partir du début des années 2000 et qui s'est poursuivie sur, je crois qu'on est quand même sur un projet légèrement au long cours, hein, parce que voilà, ça a quand même mis du temps à se faire. Et en fait, le principe des films, c'est que pour chaque film, il revisite un genre très spécifique de la culture populaire et puis du cinéma de genre. Hein. Ben là, il en est carrément question, puisqu'il va être question à la fois du film de zombie dans le premier, du buddy movie dans le deuxième, et ensuite du film de body snatcher. Tout ça sous l'angle de l'humour. Mais alors, avant qu'on ne se penche davantage sur ces films, la question habituelle, vous la connaissez, ça a été quoi votre première rencontre avec ces films-là, ou même plus largement avec le cinéma d'Edgar Wright? Et alors, ok, d'accord, vas-y, je t'en prie. Ah non. J'allais dire qui commence, mais voilà. Mais c'est Marie. Non, c'est On Marie. avait tous Que regardé. j'allais appeler Oui, Marion. commencer. Ok. Du coup, moi, en fait, il faut savoir que Edgar Wright, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. Justement, notamment pour l'aspect comédie et revisite de genre, même son montage très rapide. Enfin, j'aime vraiment beaucoup le personnage. Il a réalisé aussi un de mes films préférés qui est Last Night in Soho. Mhm. D'ailleurs, j'ai une super anecdote parce que j'ai écrit en fait sur Last Night in Soho et il m'a envoyé un petit message en privé pour me remercier. Donc, j'ai un peu parlé avec lui du film. J'en suis très fière. Tu vois, j'ai ce message d'Edgar White qui est affiché chez moi. Après Vlad qui fait pipi à côté Mais de c'est ce ça, blooper, voilà. on est vraiment En fait, entouré c'est de que VIP. je l'attendais pas aussi vite, mais Ah j'allais merde, dire. désolée. En fait, non, c'est très bien parce qu'en fait, j'étais en train de me dire merde, on n'a pas Vlad avec ses anecdotes de Oui. pipi, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va. Non, Ça va. mais mon Mais ça, c'est- anecdote de fangirl, voilà. Si tu veux, de DM Twitter. Au moins, je commence à en avoir marre du pipi. Alors là, c'est bon, on Oui, peut, oui, on c'est peut parler sûr. un peu d'autre chose. Le DM Twitter, donc voilà, je suis très fière de ça. Sinon, en fait, la trilogie du Cornetto, je pense que c'est la trilogie qui me donne le plus de joie. C'est une des choses qui me donne le plus de joie dans ma vie. Hot Fuzz, c'est mon préféré, et c'est le film que je regarde quand je vais pas bien. Donc dernièrement, je l'ai beaucoup regardé. Mais c'est vraiment Le Popcorn Club, le film, podcast de déprimé. non, mais c'est vraiment le film doudou que je regarde quand je vais pas bien, en général avec une pizza au poivron. Je sais pas pourquoi, mais les deux ensemble, ça passe très bien, et pas avec un cornetto. On aurait pu imaginer que ce soit la trilogie du poivron, avec juste ce poivron qui change de couleur, hein, on sait pas, hein, tu vois. C'est vrai. mal, Ça aurait été raccord. Ça aurait été- Ou la trilogie du poivreau, hein? Du Parce que là, oui, je oui. pense Ah que oui, Ça, oui, vraiment, oui. ça marche Oh, dedans. ça marche- ça marche très bien, C'est Popcorn d'enfer, Club. là, comme ça. Mais et tu te rappelles la première fois que tu as vu Oui. un des 3 films? Oui, alors en fait, j'ai commencé justement par Hot Fuzz. C'est un ami qui m'a dit un jour, ouais, on n'a pas d'idée de ce qu'on va regarder ce soir. Il y a mon frère qui m'a montré un truc quand j'étais ado, c'est trop génial, on va lancer ça. Et au début, je pensais que c'était un truc style comédie américaine nulle. Enfin, je sais pas pourquoi, mais Hot Fuzz, je m'attendais vraiment à un truc un peu naze, un peu nanar comme ça. Et en fait, j'ai été super étonnée dès les premières minutes, notamment les scènes avec les différents acteurs dans le commissariat de police, où j'étais super étonnée. Je me dis, ok,
let's go. Et j'ai été vraiment étonnée tout au long du film. Et je pense que c'est justement cette surprise et cet étonnement qui est resté. Plus le côté un peu slasher, etc., ou Donnie que j'adore. Donc c'était vraiment ma première porte d'entrée. J'ai regardé les autres par la suite. J'ai été voir The World Ends au cinéma. C'était vraiment un très très grand moment. Et voilà. Donc du coup, maintenant, je les regarde à peu près chaque année, je pense. Merci Marine. Christophe. Moi, je les regarde pour Nick Frost, en fait, que je trouve super sexy, d'une manière générale. Surtout son côté bedonnant, un peu poilu comme ça dans Shaun of the Dead. Non, mais il pourrait. Il pourrait avoir une très très belle moustache. Mais voilà, plus sérieusement, même si j'adore réellement Nick Frost pour le truc, je suis en train de me rendre compte que des fois, je fais un peu l'historique du cinéma de genre en travers de mes expériences de vidéoclub. Et Shaun of the Dead, en fait, c'est un peu une conclusion en fait à cette histoire-là, parce que je crois que c'est un des derniers films que j'ai découvert en vidéoclub sur lequel j'ai vraiment eu un flash. Donc j'ai découvert Shaun of the Dead, donc on était en 2004-2005, je sais plus exactement quand est sorti le DVD. Et à la base, on était en plein revival de la mode zombie, donc il y avait le remake de Zack Snyder de Dawn of the Dead qui venait de sortir. On commençait à annoncer que George Romero, si je me rappelle bien, allait bientôt sortir Land of the Dead. Et j'ai un pote qui avait d'ailleurs fait son TFE sur les zombies à l'époque, qui un jour vient me voir et me dit: écoute, j'ai trouvé un truc super au vidéoclub la dernière fois, je voulais trouver un film de zombies. C'est un truc que j'ai jamais entendu parler. Et il me recommande Shaun of the Dead. Et il me dit: tu vas voir, c'est super drôle et tout le truc. Et c'est vrai que j'ai regardé. Et là aussi, j'ai été conquis immédiatement. D'ailleurs, je conserve vraiment. De la trilogie, c'est encore celui que je préfère en fait, aussi, pour plein de raisons. Et effectivement, il y avait déjà ce côté très british en fait, qui sent très très fort dans Shaun of the Dead, qui est déjà un humour déjà que j'adore à la base. Et j'étais très conquis en fait, ne serait-ce que par les petits effets de mise en scène qu'on a au début, dans cette conversation dans un café où les gens se révèlent au fur et à mesure des contre-champs comme ça, qui est super ludique, super simple. Et en même temps, j'avais pas l'impression d'avoir vu ça souvent. Ce qui fait que du coup, j'étais super chaud quand Hot Fuzz est sorti. D'autant que Hot Fuzz, je l'ai découvert en salle, mais au bif. Ah ouais. Il avait fait sa première au bif, et là, inutile de dire que c'était vraiment la rencontre d'un public et du film, quoi. Ça a été un vacarme épouvantable pendant toute la séance. C'était une des premières du bif à Tour et Taxi. Donc, c'est un des films parfaits pour le bif. c'est un parfait, oui, tout à fait. Alors pour pour ceux qui ne le savent pas, le bif, c'est le Festival international du film fantastique de Bruxelles, qui est notamment réputé pour son public extrêmement participatif, du genre à invectiver l'écran. Enfin, il entre en osmose avec ça. Et donc là, je veux dire que même la première fois que j'ai revu le film, j'étais complètement dedans, ce qui a même amené parfois une petite déception quand je le revoyais seul, parce que l'ambiance de la salle n'était pas là. Je veux dire, c'était tellement intense la première fois dû à toute cette expérience-là. Mais après, ça m'a assez conquis. Mais bizarrement, le dernier pub avant la fin du monde, je l'ai pas vu en salle. J'ai mis du temps avant de le voir, et je l'ai découvert sur Netflix en fait. Ah ouais. Quelques années après. Et je sais pas pourquoi j'ai pas été le voir en salle à l'époque. Je pense que je ne sais pas. On en parlera peut-être un peu après sur la manière que j'ai eu effectivement d'appréhender un peu ce film-là. Mais non, vraiment, il y a eu toute une découverte. Les et en plus, enfants, même maintenant, t'avais plus le temps. oui, les enfants. Ouais, Il y avait ouais, peut-être ouais. de ça. Bonne Effectivement. raison. Il y avait, c'est en plein dedans en fait. Ah oui, voilà. T'as tout à fait raison. Et puisque mon premier fils est né en 2009, que le deuxième est arrivé en 2011 et que le dernier pub est sorti en 2013, Ah je oui, pense que t'avais né dans le j'étais guidon. occupé. Donc voilà, vous connaîtrez toute ma vie vraiment. Et donc j'avais plus le temps d'aller au vidéoclub qui de toute façon n'existait déjà plus à l'époque. Mais oui, non, j'ai vraiment. Et puis il y a tout ce côté humour british et toute une manière aussi de quelque chose que je m'aperçois plus maintenant, parce que je m'intéresse aussi beaucoup plus même à la culture télé de l'époque, et en me replongeant ici à la fois dans Spaced, dans tout ça, et vu que j'adore aussi IT Crowd, Doctor Who et tout ça, c'est toujours passionnant de voir tout ce monde en fait qui interagit constamment, puisqu'on reconnaît des acteurs d'une série à l'autre, d'un projet à l'autre, et donc en même temps il y a vraiment une patte british qui est hyper présente, quand bien même souvent ils reprennent des codes de films américains, et je pense que ce décalage amène aussi vraiment un plus. Et toi, Vincent? C'est moi qui commence. Allez. Nous deux. Alors, moi, mon premier contact, en fait, c'est comme Marine. Ça a été avec Hot Fuzz. Quand j'étais plus jeune, je sais pas, Shaun of the Dead, en fait, je crois qu'il m'est un peu passé. Je savais pas que ce film existait au moment de sa sortie, attention. Et c'est en fait au moment de Hot Fuzz, je me souviens voir les bandes annonces, en fait. Je me souviens vraiment de ce film en me disant, mais ok, ça a l'air un peu ludique, tu vois, et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je me disais, mais c'est une comédie, ça m'intéresse pas, à une époque, en fait, où j'étais
à fond dans le plus pur plaisir du vrai actionneur. Moi, j'étais à fond, vous le savez tous maintenant, je suis à fond dans le cinéma d'action, l'actionneur et tout, et j'étais là en train de me dire non, j'ai pas envie de trucs qui soient en décalage. Moi, je veux le vrai, je veux la vraie action. La testostérone. Et je crois qu'il m'a fallu bien 1 an ou 1 an et demi, en fait, avant de finalement m'y attarder, sûrement lors de sa sortie DVD, ou je ne sais pas si c'était en téléchargement ou quoi, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ça a été quelques temps après que je l'ai découvert, et je me souviens avoir été très surpris par sa lettre d'amour, en fait, au cinéma d'action, dans sa deuxième partie, vous savez, où j'étais en train de me dire ah oui, mais ça en fait il le prend complètement au sérieux. Que les scènes d'action qu'il te montre dans Hot Fuzz, même s'il est en décalage et sur un ton humoristique sur ce qu'il te raconte, j'étais en train de me dire waouh, incroyable. Et là ça a été le choc. Je me suis dit en fait il aime le même genre de cinéma que moi et il arrive à le montrer. Et à partir de là j'ai enchaîné j'ai découvert Shaun of the Dead, et puis je crois comme toi que j'ai dû découvrir Le Dernier Pub avant la fin du monde en salle, mais ça bon, on va peut-être y revenir après sur la chronologie. Et toi Caro? Moi, je pense que Shaun of the Dead, parce que j'essaie de réfléchir à l'avance à mon enregistrement, je pense que j'ai découvert Shaun of the Dead par hasard en pensant trouver un film de zombies comme un Romero. Je pense que c'est un peu à l'époque où j'ai découvert Black Sheep aussi. Ah oui, que j'adore. Je confonds les deux parfois. Le titre. Et c'est un peu la période où, en bouffant du film de zombies non-stop, je suis tombée sur Shaun of the Dead par hasard et je me suis pris une claque parce que j'ai adoré. De base, je suis pas très comédie. J'aime bien j'aime bien la comédie dans l'horreur. On en a parlé dans le précédent épisode sur Massacre à la tronçonneuse. J'adore quand on arrive à amener de la comédie dans de l'horreur ou de l'horreur dans la comédie. Et non, c'est le film qui est fait pour moi. Hot Fuzz, je l'ai vu plus tard, mais je n'ai pas de souvenir précis de comment je l'ai reçu. Et figurez-vous que Le Dernier Pub avant la fin du monde, je l'ai découvert il y a 2 ans pendant le confinement, par hasard, je pense sur Netflix ou autre. Enfin, je savais qu'il existait, mais je ne l'avais jamais regardé. Et j'ai moins accroché à celui-là. Mon bébé reste Shaun of the Dead, qui est pour moi la quintessence du film anglais. Voilà, on en reparlera, mais oui, j'ai vraiment découvert ça en pensant tomber sur un entre gros guillemets qu'on ne voit pas en podcast, vrai film de zombies, mais qui reste un vrai film de zombies. C'est ça, on va peut-être revenir. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est on va peut-être d'abord faire un petit mot sur... Il y a du gore, on aime ça, et c'est parfait. Oui, sur Edgar Wright, tout, parce que bon, c'est quand même avant tout lui et Simon Pegg, mais je laisserai la parole à Caro là-dessus. Et à nos invités, bien sûr. Et à nos invités, évidemment. Mais bon, d'abord, Edgar Wright, c'était d'où il vient. C'est comme j'ai déjà pu en discuter un petit peu avec Christophe avant l'émission, mais c'est un cinéaste britannique qui est énormément influencé par la pop culture qu'il a pu découvrir à peu près, il n'est pas beaucoup plus âgé que nous, je pense. Il a 3 ans plus que moi. Il a 3 ans plus que moi. Donc il a 48 ans. Voilà, c'est ça. Et qui, donc il est quand même plus vieux que nous. Oui. Mais pas beaucoup. Mais qui a, je crois qu'il fait partie de ces profils qui ont commencé à très très tôt en fait se passionner en fait pour le cinéma et se retrouver à très vite vouloir commencer à manier la caméra, vouloir avoir ses propres dispositifs, à commencer à s'amuser dans sa chambre, etc. Et très rapidement à se retrouver en fait à créer sa petite famille et à tourner des petits films entre potes. Et ce genre de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, et je pense que ça a été vraiment le truc qui a été structurant dans sa carrière, c'est sa rencontre avec Simon Pegg, qui a débouché en premier lieu à la série Spaced, qui est déjà très humoristique et donc qui finalement est un peu matricielle de ce que sera la trilogie Cornetto. Et puis alors, c'est seulement en 2004, avec ce premier film, que disons que sa carrière se lance vraiment à l'international, parce qu'avant ça, il avait fait des cours, il avait fait un moyen métrage, peut-être dont Christophe pourra parler d'ici 2 minutes, et également un premier film qui s'appelle A Fistful of Fingers, mais que j'ai pas vu. Je ne sais même pas où on peut le trouver, ça, et malheureusement, je ne sais pas ce que ça vaut. Et puis bon, alors évidemment, ces films vont être des méga succès. Et au milieu de la trilogie Cornetto, il va même se permettre de se déporter un petit peu aux États-Unis pour aller d'ailleurs tourner. Je crois que c'est un de tes films préférés aussi, Marine, il me semble. Scott Pilgrim. Ouais, je l'adore. C'est pas un de mes films préférés, mais moi, c'est un de mes oui, j'ai beaucoup d'amour pour. Voilà. Moi, c'est un de mes préférés. Et d'ailleurs, je dois le dire ici, je suis super douée aux jeux vidéo Scott Pilgrim. Oui, voilà. Je dégomme à ce jeu. Je suis très fière. Oui, et j'allais y venir en fait, qui est justement un film qui
est vraiment une vraie lettre d'amour au cinéma, justement aux jeux vidéo, en fait, qui est un cinéma qui arrive à comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle du médium vidéoludique et qui en fait quelque chose qui est vraiment à la fois ludique et en même temps où on n'a pas l'impression d'être pris pour un con ou d'avoir des appels du coude parce que tu es un joueur et que tout à coup, regarde, je te montre des choses que tu aimes. Il y a quelque chose de très organique dans ce film qui fonctionnait bien. Ça aussi, ça a été, dans mon rapport, moi, plutôt viscéral, comme toi, hein, Marine, à Edgar Wright. C'est un film qui a été super important. Et puis alors, derrière, il a enchaîné ce que je considère être un des tout meilleurs films que j'ai vu de ma vie, qui est Baby Driver. C'est le seul film qu'on n'avait pas encore évoqué jusqu'ici, qui est un film qui ne fonctionne que sur son tempo et sa rythmique musicale. Donc si vous ne l'avez pas vu, que vous aimez la musique pop et que vous aimez les films d'action et surtout les films de casse, waouh, ce film est pour vous. N'hésitez pas, vous foncez, vous allez prendre une méga claque dans la gueule. C'est absolument un film à voir. Mais peut-être avant d'enchaîner, vous demandez un petit peu ce que vous pensez d'Edgar Wright, peut-être dans l'ensemble de sa carrière, si vous avez quelque chose à dire à ce niveau-là. Peut-être Marine d'abord. Comme je disais, moi c'est un de mes réalisateurs préférés, justement pour son côté déclaration d'amour à tout ce qui est pop culture. Donc on parlait justement du jeu vidéo. Le jeu vidéo, mais pas que, il y a aussi tout ce qui est comics, BD. Enfin, même par exemple, on parlait de Scott Pilgrim, c'est clairement aussi un hommage à la bande dessinée et aux comics. Et je pense que c'est un des réalisateurs qui le fait le mieux. Parce qu'il ne va pas chercher. Si, là, il y a une BD préexistante, je pense. Oui, c'est ça, tout à fait. Scott Pilgrim, je ne sais pas dire à quel point, mais moi, quand je regarde le cinéma d'Edgar Wright, je vois beaucoup de filiations par rapport à un Sam Raimi, par exemple. Oui, clairement, et je trouve que ce que tu évoques par rapport aux comics, Sam Raimi le mettait déjà en place d'une certaine façon à son époque. Que je trouve complètement un héritier, mais peut-être plus Mais il est vraiment. Edgar Wright est hyper fan de Sam Raimi. Hein. Il se définit lui-même aussi comme un héritier, comme vraiment s'inspirer justement de ce réalisateur-là là-dedans, et notamment dans Shaun of the Dead, principalement aussi. Et ce qui est intéressant, par exemple, avec Scott Pilgrim aussi, c'est que justement, c'est un des films qui parle le mieux du jeu vidéo, alors que c'est pas une adaptation de jeu vidéo. Donc je pense que c'est la meilleure manière aussi de réaliser un film sur le jeu vidéo. On s'y part. Hein. Oui, complètement. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il ne va jamais non plus dans la parodie. Parce que parfois, on pourrait dire que, par exemple, la trilogie du Cornetto, c'est de la parodie. Mais pas du tout. Il y va quand même sérieusement, même s'il utilise l'humour et la comédie. Il traite quand même aussi de sujets très graves. Il va vraiment au fond, à chaque fois, des styles qu'il adapte. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle. Et cet aspect-là, il est important. Je pense même qu'on va pouvoir le traiter dans la trilogie qu'on évoque aujourd'hui. Oui, largement. Oui. Et autre chose qui m'intéresse vraiment dans tout son cinéma, aussi par exemple dans Last Night in Soho, c'est pour ça que c'est un de mes films préférés, c'est parce que c'est tout un cinéma qui est très nostalgique et qui parle de la nostalgie. On a des personnages qui sont nostalgiques, qui veulent pas grandir. On parle du passage à l'âge adulte. On parle quasiment que de ça. Hein. C'est vraiment un peu d'espèce de mini Peter Pan dans le monde à chacun. Des gens qui glorifient aussi parfois un certain passé. Donc voilà, ce sont des thématiques qui, moi, me parlent beaucoup. Ainsi que peut-être ce montage qui est justement adapté, qui est parfois calqué sur de la musique, ou en tout cas qui est réfléchi avec la musique. Donc quand j'ai commencé à écrire un petit peu mes premiers scénarios, moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Donc voilà, forcément. Sur un tempo, sur de la musicalité. Sur de la musicalité, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est marrant quand on parle de musicalité. Je dévie complètement, mais je sais que c'était des termes qui revenaient souvent quand on parlait aussi du cinéma des Wachowski. Parce que tu me l'avais évoqué tout à l'heure. De Peter Jackson, de Steven Spielberg, en fait, effectivement, sont des réalisateurs qui sont formellement très impliqués dans un certain timing de la caméra, du montage, qui en fait, effectivement, donne l'impression que le tempo est plus un tempo de musicalité qu'un tempo littéraire auquel on peut associer un certain type de récit. Et en fait, si je les évoquais, c'était justement pour dire, c'est pas forcément parler de musique, parce qu'en fait, là, en l'occurrence, Edgar Wright, il met de la musique littéralement dans son timing, mais en fait, quand on parle de musicalité de montage, c'est pas forcément ça qu'on parle. Mais là, je pense que Marine a de toute façon déjà bien posé plusieurs thématiques qui vont revenir, donc c'est pas mal que ce soit déjà évoqué, parce que c'est vrai que les thématiques de la nostalgie et autres, je pense qu'il a un rapport ambigu, en tout cas là-dessus, notamment parce que quand on avait fait le podcast, quand on avait évoqué Peter Jackson, quand on avait évoqué Sam Raimi, je disais, et là je vais utiliser un peu ma casquette de presque le même âge qu'Edgar Wright, c'était des films, quand on les voyait, dont les effets de mise en scène étaient très marqués et tout le truc, mais qui donnaient envie de faire des films comme eux. Et Edgar Wright, il a fait des films comme eux, en fait. Le premier film qu'il a fait, donc Dead Right, qu'il a tourné à 18 ans avec des potes, donc c'est vraiment le modèle à la Sam Raimi qu'il a tourné en VHS, il est déjà plein de ces effets de montage, de ces effets de transition, de filet, qui rejailliront plus tard, dès qu'il va commencer à faire Spaced. Alors, on peut voir à quel point, quand on voit Spaced, il a déjà une mise en scène qui est extrêmement mobile, alors qu'on est dans de la télévision. Exactement, c'est pas quelque chose de courant d'avoir un travail aussi régulier sur la forme dans une série
série TV qui, même si Space est filmé en vidéo comme la plupart des séries de l'époque, y compris Doctor Who ou autre, on sent qu'il y a déjà tout un travail justement sur le timing, sur le montage, sur le découpage, où on a des effets qui sont déjà très très cinématographiques. Et donc, ça a amené d'ailleurs certains à classifier un peu vite Edgar Wright comme étant un formaliste, ce qui est vrai, parce qu'il a très clairement, à chaque fois, dans chacun de ses films, il y a une espèce de défi qu'il a envie de relever, mais parfois c'est pas que des défis formels, des fois c'est aussi des défis narratifs. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui inévitablement, enfin on n'a pas de Spielberg, de Jackson, je pense que c'est pas pour rien aussi, vu sa sensibilité, s'il s'est retrouvé à scénariser Le Secret de la Licorne, en compagnie de Steven Moffat et Joe Cornish. Je ne l'avais pas évoqué, mais effectivement, il y a eu tout un travail aussi de scénarisation de sa part. Enfin, à un moment, il a été alpagué. Il a été alpagué par des gens. Il y a eu Tarantino, il y a eu Spielberg, et il y a eu l'industrie Marvel à un moment pour son Ant-Man. Tarantino est extrêmement fan de Shaun of the Dead. Qui est la grande frustration que j'ai, moi, par rapport à sa carrière, qui n'est jamais réalisée en plan. On peut d'ailleurs voir, je trouve, dans le film actuel Ant-Man, il y a des restes. Exactement, ça se voit. Il y a des restes, mais c'est justement là qu'on peut sentir que c'est pas lui qui le fait. Qu'il y a des effets à la Edgar Wright, mais qui sont pas maîtrisés comme lui les aurait créés. Donc effectivement, il a une mise en scène en même temps qui est très détectable. Et tant mieux, parce que ça crée une jubilation de voir ça. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il développe beaucoup de choses qui sont justement émotionnellement très fortes, parce que je pense qu'il parle beaucoup de lui, et de la même manière que lorsqu'il va faire tandem avec Simon Pegg à l'écriture de la trilogie Cornetto, je pense qu'ils vont vraiment tous parler d'eux-mêmes en fait. Et d'où un rapport à la nostalgie aussi qui est un peu complexe, dans le sens où je pense pas qu'il est dans une glorification forcément de ce qu'il alimente. C'est ça qui est... je pense qu'il y a un rapport, on y reviendra peut-être en plus en détail dans chaque film, mais il n'est pas juste dans une glorification, il n'est pas dans la célébration d'un passé. Il y a quelque chose qui le travaille sur l'idée, mais qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Exactement. Même si on le cultive, comment est-ce qu'on le dépasse après? Est-ce qu'on est défini que par ça ou est-ce qu'on va ailleurs quoi? Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais encore reparler de Last Night in Soho. Exactement. Et de Hot Fuzz aussi, parce que c'est aussi des films qui traitent vraiment de personnages qui sont un petit peu ancrés vers un certain passé et qui glorifient ce passé-là. Mais justement, le but des films, c'est de montrer que c'est pas une bonne idée et que on a une vision tronquée finalement de ce passé et de la réalité. Donc en effet, il détourne ce côté glorification pour en faire quelque chose de plus dark. Ça peut même Hot Fuzz est celui qui, pardon. Vas-y. Hot Fuzz est celui qui se termine pour moi le plus négativement des trois, mais on en reparlera aussi. Pour moi il y a un peu de end quand même, parce que j'ai une théorie sur le film, et j'en parlerai. On va en parler par film, voyage. Vincent. Oui, je voulais dire un truc. Mais je sais plus. Zut. Ça devait être super intéressant en tout cas. J'ai hâte que tu te rappelles. Pardon, c'est moi qui l'ai coupé. Christophe, tu veux peut-être nous dire un mot sur Spaced, donc la série? Sur Space, ça peut être bien de la resituer. Oui, en fait, donc c'est une série qui débute en 1999. Mais où Edgar Wright n'est pas impliqué dans l'écriture. C'est Jessica Stevenson, si je me rappelle bien, qui l'a coécrit avec Simon Pegg. Simon Pegg qui lui-même venait du stand-up aussi, donc c'est vraiment ils sont très implantés dans le comique britannique. Et c'est une série grosso modo qui raconte la cohabitation un petit peu forcée, organisée entre deux personnes qui viennent de se faire larguer récemment, entre une écrivaine ratée entre guillemets qui essaie d'écrire et un dessinateur de comic book qui travaille dans un shop, dans un magasin de comics, qui porte souvent un très beau costume, avec des trucs. On peut voir d'ailleurs déjà tout l'étalage en fait d'une culture geek que je pense que Jessica Stevenson partage aussi, c'est-à-dire que Spaced aborde vraiment sous l'angle de ce qui pourrait être a priori une comédie romantique, ce qui en fait ça caractérise Shaun of the Dead aussi. C'est en même temps on va brasser toute une multitude de références et traiter parfois on va parodier des scènes issues de la pop culture dans le contexte de ces aventures de personnages de la middle class britannique comme ça, ou même un peu paupérisés, mais ce qui caractérise déjà cette série là, c'est que et c'est pas si fréquent en fait, la majorité des personnages sont tous des artistes. Et c'est pas fréquent en fait, et donc je pense que c'est déjà une manière un peu pour eux d'aborder leur propre rapport à la création, notamment avec justement le personnage de Simon Pegg qui en même temps est capable de se faire virer parce qu'il ne supporte pas qu'on achète des figurines Jar Jar, puisque la saison 2 traite justement de la sortie de la menace fantôme et du choc que ça a pu faire chez certains fans de la première heure, et donc on a justement pas mal de scènes qui ont circulé depuis, on voit Simon Pegg qui s'énerve sur un petit gamin du genre t'étais pas là au début, c'est nous les purs et tout ça, et qui finit par se faire virer parce que chaque fois qu'on lui parle de Jar Jar Binks il monte dans les tours, et en fait on joue énormément là-dessus. L'avant-dernier épisode de la saison 2 se termine par une parodie claire et nette de l'Empire contre-attaque, où les personnages ont perdu leur propriétaire et ils doivent le retrouver. C'est exactement la même scène, et on a déjà pour le coup, en plus de vraiment
je vois Spaced, même si c'était déjà un projet abouti, mais c'est presque une répétition générale pour Shaun of the Dead. Exactement. Tous les effets de mise en scène sont là, et le duo Nick Frost-Simon Pegg, Ouais. Nick Frost qui était, je pense, un ami à la base de Simon Oui, mais Pegg, qui l'a fait venir c'est sur son la meilleur série. ami en fait qui l'a Voilà, fait venir tout à sur, fait. sur Et Space. il a déjà le rôle du meilleur ami qui se construit un peu parfois en opposition au personnage principal, parce que là, dans Nick Frost incarne un type. J'en rirais quand il pensait. Un fan des armes qui voulait être militaire et tout le truc et qui a fini par être réformé parce qu'il a volé un tank pour envahir Paris. Et ça, c'est comme ça qu'on te présente le personnage dès qu'il apparaît. Puis bon, là-dedans, dans toute cette galerie de personnages, on a également un artiste dépressif qui peint la colère, qui peint la rage. Enfin voilà, on a un peu tout ça qui est brossé, mais c'est vraiment épatant, je trouve, en voyant ça, de voir à quel point on a déjà Edgar Wright à tout niveau. Ouais. C'était déjà le cas dans son court-métrage dont on a parlé, donc Dead Right, qui en fait était presque un proto-Hot Fuzz. On avait dans ce film-là une scène de poursuite et un gunfight qui se terminait sur une plaine de jeu avec des personnages. Et donc il y a toujours un peu ce rapport aussi à on joue les films qu'on a adorés, qui revient très très souvent chez Edgar Wright. Et dans, C'est vrai que dans la Space, notion de jeu est très très présente. dans On Space, sent il y a qu'ils quelques s'éclatent, hein. séances, il y a une scène où ils font presque de l'air gunfight, où Oui. on a les personnages, tout un épisode où ils avancent comme ça au ralenti, comme on l'a tous fait en fait. Ouais, ouais. Ils font des scènes de gunfight complètes, Mais juste c'est au le- ralenti. C'est le troisième épisode de la première. Pardon. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est le troisième épisode de la première saison où il est déjà en train de avec les zombies. C'est ça. Hein, l'épisode s'appelle Art. Oui, je pense. C'est oui, le oui. troisième où Mhm. c'est vraiment un pré Shaun of the Dead, Oui, mais en oui, tout plein à fait. quoi. Il y a déjà, puis les posters qui ornent la chambre du personnage de Simon Pegg. On a déjà Dawn of the Dead partout. Enfin, oui, très clairement. C'est déjà là. Oui, oui, et j'allais dire, tu dis bon, qu'ils s'amusent à remettre en scène, en fait, à jouer les films qu'ils ont adorés. Et il y a aussi un autre aspect, je trouve, qui est important chez Edgar Wright, et surtout dans la trilogie Cornetto, c'est qu'ils aiment bien le faire entre amis et presque en famille, j'ai Ouais, envie de hein, dire. tout à Et fait. ça, c'est quelque chose qui va énormément revenir dans la trilogie. Autant l'évacuer maintenant, parce qu'on va pas le répéter à chaque film, mais en fait, tu as quasiment le même casting à chaque film. Ouais. Voilà. Ouais. Si Tout à ce n'est fait. parfois pour quelques gros noms. Ouais, Hot Fuzz, c'est celui à qui a le faire plus venir. gros casting. Hein. C'est Clairement. impressionnant. Oui, et puis on voit se brasse toute une série de comédies, plein de gens qui viennent de la télévision britannique qui n'arrêtent pas de rentrer dans les films. Et Ouais. petite anecdote, enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais j'ai re-regardé ici pour préparer Dernier pub avant la fin du monde. Et à un moment donné, on le voit 2 secondes, il y a un gars qui visite une maison avec sa femme et je regarde sa tête, mais il passe 2 secondes et je me dis, mais j'ai déjà vu ce mec, c'est le méchant dans Jurassic World 2. Et donc je regarde et cet acteur s'appelle, je ne sais plus, je l'ai écrit quelque part. Timothy Spall Non, c'est c'est ouais, je sais plus comment il s'appelle. le Il s'appelle Wave Spall, Ah non, rien à voir. qui Ah fait ouais, le je vois. méchant et qui Oui. fait le neveu vilain dans Jurassic Oui, oui, World oui, ok. de Bayona. Et en fait, après, je regarde et il joue dans chaque film de la trilogie Oui, oui. Cornetto. Oui, tout à fait. Et après, je ne l'avais pas reconnu. Surtout dans Hot Fuzz, Dans où Hot il est Fuzz, moustachu. il est hors des 2 Ok, moustachus. je voulais pas de qui tu voulais parler. Et mais dans, oui. et dans Shaun of the Dead, il est le jeune gars qui bosse dans le magasin ouais. avec, Qui est avec Sean. Quoi. insupportable. Oui, en fait, et là, j'ai eu un genre de claque. Je me dis, Ouais. mon Dieu, c'est le mec de Jurassic World. Mais il y a beaucoup de trucs aussi. C'est Là, fou, je ne quoi. vais pas dire qui c'est, mais il y a Kate Blanchett et Peter Jackson dans Oui. Hot Fuzz. Ouais. Ouais, il y a un caméo et il y a aussi. Attends, de- quoi Peter Jackson Si, À si. quel moment Je te le dirai pas maintenant. Ah je non. te dirai quand on arrive à Hot Fuzz. Et il y a Ça, Chris c'est Martin et un autre de Coldplay dans Shaun of the Dead, ils jouent des zombies Ouais. aussi, c'est des potes de Simon Pegg. Ouais. Et il fait jouer aussi d'ailleurs 2 anciens James Bond dans ses films. Hein. Il y a Timothy Dalton. Dalton. voilà, dans Hot Fuzz et Pierce Brosnan Oui, Pierce Oui, oui. Brosnan. dans The World's End. Et apparemment, Il est génial. Timothy Dalton, il a expliqué qu'il avait préféré justement tourner dans Hot Fuzz que dans les James Bond. Enfin, il s'était beaucoup plus marré parce que même si on va parler du tournage après qui était un petit peu chaotique, mais en fait c'était quand même super bon enfant et tout le monde s'est super bien marré. Donc je pense qu'il arrive quand même à mettre la bonne ambiance quoi sur les tournages et ça se voit que tout le monde en fait prend du plaisir là-dedans quoi. On enchaîne. Vincent. C'est. Mais- t'avais Non, dit tout ce mais que en t'avais- fait, je regardais parce on avait parlé de faire un point sur la relation Simon Pegg et Nick Frost, mais je pense qu'on a, Oui, on a un voilà, peu oui, tout ouais. dit. C'est que, en gros, Simon Pegg donc vient du stand-up. Nick Frost est son meilleur pote. Il l'a pris sur le tournage de Spaced. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas Ouais. grand-chose d'autre à dire de ce qu'on a dit, à part que depuis, Simon Pegg, il a quand même vraiment explosé. On le voit dans Mission Des Missions Impossible, dans Impossibles, Star hein. Trek, Ouais. dans le dernier film de Terry Jones aussi avec les Je- Monty je- Python. je- Oui. Enfin, Et c'est je pas l'adore mal, dans hein. Star Trek avec son accent écossais. Il est excellent. il est Mais génial. même dans Mission Impossible, il est Oui, génial. oui, Enfin, moi, oui, je à suis fond. une grande Il est fan de super Mission dans Mission Impossible. Impossible, Il hein. est Ouais, top, hein. Ouais, ouais. Il est vraiment top. Donc, Et pourtant, c'est dur parce que je l'avais tellement associé au registre de la comédie que de le voir arriver dans Mission Impossible et réussir à ne Ouais. pas juste être un comic relief et à un Ouais. moment à vraiment avoir son rôle à part et à être vraiment crédible dans Ouais, l'action. c'est ça.
petit. Ça, c'est un truc que j'ai pas vu venir. Mais par contre, apparemment, dans le premier Mission Impossible qu'il a fait, donc c'est dans le 3, il a pas trop kiffé son rôle parce qu'il s'emmerdait un peu. Enfin, en fait, il pensait faire justement un gros truc un peu d'action, il pensait faire plein de cascades. Et du coup, il a été super déçu. Du coup, Edgar Wright lui a fait faire la blinde de cascades dans Hot Fuzz pour justement pouvoir compenser. Et après, il a eu un rôle plus important dans la saga, mais oui, voilà, c'est vrai que son rôle évolue pas mal dans la saga. Surtout à partir du 4. Hein. Oui, c'est des meilleurs. Et son duo avec Jeremy Renner fonctionne du tonnerre. Moi, je voudrais voir une série rien qu'avec ces deux-là. Mais c'est vrai que Nick Frost et Simon Pegg, ils ont aussi, leur duo a fonctionné aussi sans Edgar Wright. Non, c'est Paul, c'est ça. Oui, Paul. oui. Moi, je l'aime un peu moins ce film. Je pense que le duo fonctionne. Mais j'aime beaucoup parce que c'est peut-être moins bien mon style de l'aborder film. juste avant d'arriver justement disons au cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est que Paul, c'est aussi un film qui retraite énormément de la culture populaire et qui s'amuse à énormément la citer. Bon, alors est-ce qu'il le fait aussi bien que la trilogie Cornetto? Je sais pas. Je vais vous laisser nous dire ce que vous en pensez. Bon, en même temps, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. J'étais moins fan. Et dans Le Secret de la licorne, ils y sont aussi. Ils jouent du pont et du Ils jouent pont. du pont et du pont. Le miracle de la performance capture a fait je n'ai jamais vu ce film. Ah, c'est trop bien. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. C'est un des derniers bons films d'aventure, je trouve, de ces dernières années. Quand même, c'est pas mal. Mais trouve pas qu'il y a un petit côté quand même un petit peu Laurel et Hardy? Mais si, il y a un truc comme ça avec l'autre un peu plus. Oui, bien sûr. Je pense que quand quand tu joues en duo comique, tu peux pas ne pas penser de toute façon à même physiquement, il s'y prête, inévitablement. Maintenant, je trouve que Nick Frost, dans chaque film de la trilogie, il a quand même toujours une action sur Simon Pegg. Il a toujours une action qui va le guider dans un sens ou dans l'autre. Tu vois, il y a un petit côté que Laurel et Hardy, je connais moins. Oui, il y a un déséquilibre. Mais je trouve à chaque fois, le personnage de Simon Pegg a toujours l'air d'y aller au front, et que Nick Frost est toujours là un petit peu pour le temporiser. C'est toujours leur interaction qui est au cœur du film, dans les trois. C'est toujours leur interaction qui va faire que Simon Pegg va évoluer d'une façon Peut-être commençons par Shaun of the Dead. Mais peut-être d'ailleurs, non, d'abord commençons par pourquoi trilogie Cornetto. Parce qu'il y a des Cornetto dans chaque film. Moi j'ai plein d'anecdotes. Pourquoi trilogie Cornetto? Mais pourquoi la trilogie Cornetto 3 couleurs? Chris? Marine, elle a plein d'anecdotes sur les Cornetto. Alors, déjà, première anecdote, c'est parce qu'il y a un Cornetto dans chaque film, un Cornetto d'une couleur différente. Donc, dans le premier, puisque c'est un film de zombies, on est dans le rouge pour évoquer le sang. Dans le 2, et aussi dans le 1 parce que en fait ça parle, à un moment donné les personnages sont en gueule de bois et apparemment le cornetto à la fraise c'était l'aliment spécial gueule de bois de Edgar Wright, donc il s'est dit je vais mettre ça dans le film pour faire exprès. Apparemment aussi, lors de l'avant-première ou une des séances du film, du coup, Cornetto a donné des cornettos à tout le monde. Et alors, dans le deuxième, il s'est dit, je vais essayer de foutre un cornetto pour que, du coup, Cornetto nous redonne des cornettos gratuits lors d'une séance. Donc c'est pour ça, en fait, et vous avez eu des cornettos gratuits aujourd'hui, vous pouvez le dire, je vous amène des cornettos. Non, c'est pas ça, parce qu'à la base, on a eu en bleu. C'est parce que c'est les meilleurs, quoi. Ouais, clairement. Du coup, bleu dans Hot Fuzz pour évoquer la police. Et alors, il est en vert dans le 3 pour évoquer les extraterrestres. On voit rapidement. On le voit vraiment tout à la fin, le petit emballage. Mais au départ, est-ce que vous savez, parce que moi je ne le savais pas, je l'ai appris en préparant mon sujet comme une personne très sérieuse. Pourquoi la trilogie Cornetto? Pourquoi les 3 couleurs? Vous l'avez pas celle-là? De quoi? Attends, je vois pas où tu veux en venir. En Vas-y, fait, dis-nous. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire une trilogie des 3 couleurs? C'est un hommage au triptyque cinématographique du réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski. Oui, tout à fait. C'est un critique début des années 90. qui lui a fait la suggestion, voilà. je pense. Après, je sais pas si c'était up avant de Fuzz ou après, ou à un moment donné, il a dit que tu pourrais faire une trilogie, effectivement, en parodiant. Ça. Mais là, la trilogie, les films, c'est bleu, blanc et rouge, que je n'ai jamais avec vu. Juliette Binoche, Moi, je n'ai jamais vu, je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment en me renseignant sur le sujet que j'ai lu ça. Je dis en fait il y avait un truc un peu mais c'était aussi pour avoir des cornettos gratuits, mais qui est beaucoup plus drôle, c'était surtout pour les cornettos gratuits. Et il y a aussi une autre chose qui est récurrente dans la trilogie Cornetto, à part les cornettos, la picole. Bien sûr. Ça boit beaucoup. Non, ça c'est ici. Culture européenne, culture anglaise. Ils boivent quand même beaucoup dans chaque film. Oui. Il y a beaucoup de bières, il y a beaucoup de pubs. Il y a beaucoup de pubs et le gag de la barrière. Le gag de la barrière. Le gag de la barrière, donc dans chaque film, il se casse la gueule sur une barrière. D'accord. Ouais, tu vois dans
en les regardant les uns à la suite des autres. Tu t'es pas l'as redit. vu? C'est vrai, Ben, c'est drôle. Si, je l'ai vu dans Shaun, je l'ai vu dans Dans Shaun of je l'ai the pas vu dans le Renaissance. Si, Il il saute au-dessus se d'une prend- barrière, puis il tombe avec la barrière. Toute la barrière À tombe, chaque fois, alors il qu'il tombe fuit un avec. peu. Et Et alors- d'ailleurs, dans Hot Fuzz, il a une réplique qu'il dit à Nick Frost, que Simon Pegg dit à Nick Frost, qui est vraiment quasi comme s'il lui rappelait la barrière de Shaun of the Dead. Quoi. Ouais, C'est ouais, assez Il y a un drôle. jeu de connivence là-dessus. Ouais, Quoi, ouais, t'as ouais. jamais sauté au-dessus d'une Oui, barrière et- et puis il Ouais. saute ça. Et le truc rigolo, c'est même que ça, c'est filmé exactement de la même manière à chaque Oui. fois, hein, Ah ouais. de dos. On le voit courir vers la barrière. Il était de dos, pardon. Autre film qu'on ne citera jamais dans le Popcorn Club. Non, c'est pas grave. Jamais. On enchaîne. On enchaîne sur Shaun of the Bah, Dead. Shaun of the Dead, mais alors qui Qui se sent, résume Ah, On me c'est lance Christophe. la. Ah, on te le lance. D'accord, donc Shaun of the Dead, on suit les mésaventures. 2004. 2004. On est en 2004, donc c'est un peu J'avais 13 ans. peu de temps après l'arrêt de Spaced, et donc on retrouve, donc on a Simon Pegg qui débute le film un peu dans une situation un peu problématique. Il a un petit peu du mal à sa copine, notamment qui lui reproche d'être un peu plan-plan, d'avoir un peu trop l'habitude de l'emmener dans le pub, le Winchester qu'il fréquente, et d'être aussi toujours affublé de son meilleur pote, ami. de son meilleur ami. C'est quoi encore le nom de je ne sais plus le nom du personnage de Nick Frost dans Shaun of the Dead. J'ai oublié, Ed. désolé. Oh, merde. Ed. C'est pas Ed On va l'appeler Ed pour le moment. Ouais. Si on tombe sur le Je crois nom. que c'est Ed. Attends, je vais Enfin, vérifier. voilà, et toujours est-il que Ed est un personnage qui stagne, qui passe son temps devant sa console et tout le truc. Et le fait est que le personnage de Simon Pegg, Sean, n'arrive pas en fait à donner l'élan nécessaire c'est à sa Ed. vie pour. Le Ed de jardin. Voilà, le pardon. Ed, il n'arrive pas Sean n'arrive pas à donner l'élan nécessaire pour sortir un petit peu de cette espèce d'état d'éternel adolescent dans lequel il est. Et puis, alors qu'il essaye de difficilement résoudre un peu ses problèmes, qu'il amène malgré tout à avoir une rupture avec sa copine, il se trouve que tout ça survient pendant le début d'une invasion de zombies. Et donc Sean finalement prend le parti de sauver ses proches et notamment d'aller se réfugier avec sa copine, sa mère, au Winchester, qui est son seul point de référence, qui est l'horizon de sa vie, qui est le lieu de sécurité par excellence. Et pour tout ça, donc on est vraiment en plein dans une histoire de zombies, puisque finalement on a un groupe de gens qui sont obligés de trouver les moyens de survivre à cette horde infâme qui est prête à les bouffer et qui jaillit sur eux. Voilà. Magnifique. Magnifique résumé. Je crois que c'est clair pour tout le monde, même ceux qui n'auraient pas vu. De toute façon, on peut dire c'est un film de zombies Bah oui. avec C'est des assez gens simple. sur un ton de la comédie. Ça Bah marche oui. aussi. Hein. C'est aussi C'est- simple. Et le Shaun genre of the Dead pour Sean, pour référence à Dawn of the Dawn Dead of the Dead, qui est un de George excellent Romero, film. qui d'ailleurs George Romero a plus apprécié Shaun of the Dead que le remake de Dawn of the Dead. Exactement. Il a invité Edgar Wright et Simon Sur le Pegg à territoire figurer des dans le morts. territoire des morts. Ouais, De très bon goût, de très bon goût. Ouais, ouais. Mais je disais tout à l'heure, Tarantino aussi cite Shaun of the Dead comme un des meilleurs films qu'il ait vu. Et Stephen King aussi. Stephen King Ouais. était hyper fan. Il avait écrit tout un truc sur. Je sais plus si c'était une interview ou l'autre que j'avais lu. Pareil. Shaun of the Dead est un monument du cinéma. Alors, je vais peut-être commencer par ça, hein, puis après je vous relancerai un petit peu sur le reste, mais justement, un des trucs que j'évoquais, moi, le fait de me refaire tous les films les uns à la suite des autres, je me suis rendu compte à quel point, en fait, contre toute attente, je pense que c'est Shaun of the Dead que je préfère. Ouais, je Pourquoi comprends. Pourquoi Parce que... Parce que c'est le meilleur. Pardon. Non, mais c'est parce que j'expliquais à quel point l'idée de musicalité, genre littérale, qui est présente dans Baby Driver, c'est un truc que j'adorais. Je me suis rendu compte à quel point en fait il mettait déjà complètement ça en place dans Shaun of the Dead, ce qui est beaucoup moins présent dans les films qui suivront en fait. Dans Shaun of the Dead, en fait, il a une vraie. Enfin, je sens que c'est un film qu'il a dû penser pendant des années pour que ce soit aussi bien calé en termes de rythmique, de tempo, de mouvement de caméra. C'est un truc tout con, hein, mais la première scène que Christophe évoquait, à un moment, ils sont en train de parler donc de couple à couple, en chant contre chant, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis dès que une personne tierce est évoquée, tu te rends compte qu'il y a un mouvement de caméra et on la découvre. Ça veut dire qu'en fait, il y a une scène qui est super banale, en l'occurrence, genre « Ah oui, tu ne t'occupes pas assez de moi, on ne se voit pas assez », des choses comme ça, qui devient ultra dynamique juste parce que tu as une petite mise en scène qui devient assez créative, en fait. Mise en scène pour excellente. oui, pour présenter tous ces enjeux-là. Alors ça, c'est une première chose. Mais alors, il y a une séquence dans le film où à un moment, ils se mettent à tabasser du zombie sur Don't Stop Me Now. Oui. Cette Mais en scène, fait, c'est la meilleure. Là, je Non, me la suis rendu deuxième compte à quel point il était déjà ultra calé sur la chanson. Ouais. Les premières fois que je l'avais vu,
j'avais pas calculé ça en fait. Et là, c'est en le revoyant. Mm. En fait, je crois que c'est dans l'après Baby Driver parce que je crois que je n'avais pas revu Shaun of C'est the Dead depuis Baby Je regarde Driver. chaque année ce film. Et le fait de le revoir là, j'étais là, mais incroyable, tout était déjà là. Ouais, Tu je vois. pense qu'il y a, en fait, il y a plein de registres humoristiques complètement différents. Parfois, c'est les acteurs, parfois, c'est les situations, Ouais. et parfois, c'est la mise en scène. Ouais. La scène dont tu parles ici, en fait, moi, quand j'ai vu la première fois, ça me faisait marrer juste d'avoir un timing de gens qui tabassent des zombies sur Don't Stop Me Now, Ouais. sans pour autant tomber dans de la comédie musicale, parce qu'en même temps, on rentre pas dans un truc qui est complètement synchrone avec la musique. T'as juste vraiment l'impression que leurs actions Oui. sont des échos de tout ça. Oui, et puis même, Et ça fonctionne du tonnerre, il y a quoi. l'idée que, là on va pouvoir le lâcher maintenant, que la musique reste diégétique tout le temps. En fait. Mhm. Ça veut dire que le moment où il balance le zombie dans le jukebox, ça finit. T'as plus de musique, et là tu es obligé d'enchaîner. Quoi. Alors diégétique, c'est le moment où on avait dit qu'on allait le placer dans la conversation, pour avoir l'air malin. Il Donc, faut qu'il y ait diégétique, du prestige. c'est un terme compliqué pour dire l'univers du film, en fait. Voilà. C'est la musique de l'univers du film et pas la musique qui est à l'extérieur. Pour nos tout pauvres C'est auditeurs. la musique qui que se les disent- personnages peuvent entendre. Voilà. C'est de la musique Pour les diégétique. auditeurs qui se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce que j'écoute comme podcast, mon Dieu. Les acteurs également, parce qu'on parle souvent de Simon Pegg et Nick Frost, mais tous les acteurs dans Shaun of the Dead sont exceptionnels. Chaque personnage est campé d'une... tout est assez profond. Moi, je suis hyper touchée par le personnage de la mère. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Je Ouais, trouve ouais. qu'elle Ouais, est exceptionnelle. Et la relation avec le beau-père, tout. Clairement. C'est pas juste une comédie, quoi. Mhm. C'est extrêmement fouillé. Et, ça aussi, c'est un point super important. On vient vous chercher, Barbara. Et je pense que... Ah oui, alors déjà, c'est bourré de références comme ça, mais qui font mouche et qui sont complètement organiques en fait avec l'écriture. Donc quand il dit We're coming to get you, Barbara, bah oui, c'est évidemment une référence à La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Mais en fait, là, quand il le dit, effectivement, il parle du fait qu'il va aller sauver une femme qui s'appelle Barbara, mais ça C'est fonctionne, exceptionnel. ça Ouais. fonctionne super bien. Et la référence, tu la piges, quoi. Tu Tu la la piges piges tout de et, suite. et elle fait pas trop clin d'œil appuyé, tu vois. C'est ça, non mais c'est Ouais, ça, voilà. c'est que parce que parfois il y a des films hommages qui sont un peu lourdins, qui sont un peu, c'est vraiment appuyé, c'est t'as vu, c'est une référence, enfin comme certains films qui sortent, on en parle souvent ici dans ce podcast, il y a beaucoup de films qui sortent maintenant qui surfent sur la nostalgie, sur les anciens films qui se recitent, re-recitent. Là c'est fait intelligemment de A à Z, il n'y a pas un rapport, il n'y a pas une référence qui tombe à côté en fait. C'est super fluide en fait. C'est fluide, C'est c'est ça. bien écrit, Et, c'est et exceptionnel. Il y a aussi un autre point, c'est que déjà, en fait, Edgar Wright, qui est un enfant de la pop culture, il développe déjà un discours par rapport à cette pop culture. Et je pense notamment à une réplique, c'est tout con, hein, mais quand il dit « Est-ce que tu vois quelques zombies ?» qui fait « Non, ne dis pas ça, non c'est ridicule. » Tu vois déjà qu'il y a un positionnement N'utilise pas d'Edgar le Wright. mot en Z. Tu n'utilises pas le mot en Z. Ouais. Et puis même, ça devient... Là où l'écriture qui a du génie, c'est qu'à un moment, on n'en parle même plus. On n'en parle plus que pour en faire devenir un gag récurrent, mais qui fonctionne à chaque fois. Tu vois, quand dans un moment de tragédie totale, parce qu'il y a des gens qui sont morts, t'as Nick Frost qui dit on n'utilise pas le mot en Z. Moi, à chaque fois, ça me fait marrer, en fait. Mais je pense que le truc, c'est que tous les films de la trilogie Cornetto, en fait, peuvent être. C'est pas. Il y a un décalage dans des personnages, dans un univers aussi, un environnement qui n'est pas celui habituellement employé pour ce genre de film, mais les récits sont en même temps super solides d'un strict Oui. point de vue narratif par Oui, rapport c'est aux ça. gens. Et dont j'allais ils parlent. venir, c'était le dernier point Le- que je voulais amener, c'est qu'en à fait, fait. quand il y a des vrais instants dramatiques, tu y crois, parce qu'en fait, il les traite sérieusement, Oui, c'est ça, systématiquement, Edgar Wright. Il les traite sérieusement. Et- Quand il y a un personnage qui meurt, C'est triste. ça t'impacte. quoi. C'est pas- triste, C'est c'est pas que ça. de la parodie, on rigole quoi. Vraiment, c'est dramatique. Ou C'est même, ça, en fait, et même comme même comme dans certains films de zombies où quand il y en a un qui meurt, t'es triste 2 secondes et puis tu passes à autre Ouais. chose. Là, il y a Euh. une vraie construction des relations entre les personnages. La parodie n'est pas l'objectif principal. Non, c'est le ça. film n'est pas construit juste Non. pour te faire rire avec toute une série de scènes parodiques. Et pourtant, il arrive quand même à faire la part des choses, dans le sens où on n'est pas. Il y a certains personnages, quand ils meurent, on n'est pas spécialement traumatisé. Je veux dire, le compagnon de la comédienne, quand il se fait éventrer tout le truc, on n'est pas spécialement triste quand il meurt. Non, Mais par contre, effectivement, que ce soit le beau-père et surtout, évidemment, la scène de mort d'Ed, autant spoil. Mhm. Voilà, on Ouais. spoil, mais Ah oui, on spoil. Ouais. elle fonctionne dans un registre émotionnel, mais du tonnerre, quoi. Alors que c'était pas garanti de faire. Mais de on faire a un fonctionner aide une de scène comme jardin celle-là. à la fin et ça, moi, c'est mon kiff quand j'ai vu ça la première fois, mais j'ai hurlé de rire. Quoi. Mais caché quoi. Pour ceux qu'on a Ouais, on déjà peut- bien on spoilé. peut raconter, donc vas-y, raconte le Voilà, Aide de jardin. donc Ed meurt, donc personnage joué par Nick Frost meurt, transformé donc en zombie, et on voit à la fin que voilà, Simon Pegg c'est un personnage qui est un peu inadapté, qui ne veut pas grandir, etc. Donc là voilà, il a enfin trouvé comment grandir un petit peu. Donc il habite avec sa copine, machin, mais il a quand même son petit espace jeu vidéo dans le jardin, dans une petite cabane dans le Cabane jardin, de jardin, oui.
où en fait il y a Ed, son pote, son Ed de jardin, qui est attaché avec un collier là, qui est un Transformé en zombie, zombie dégueulasse. mais ils jouent aux jeux vidéo tous les deux, quoi. C'est un peu sa petite pièce à lui, quoi. Et je trouve ça assez magique. Mais justement, je voulais peut-être faire un petit point, justement, puisque je suis la spécialiste de psychologie des Voilà. personnages, Voilà. parce qu'on parle beaucoup justement de ce rapport au film de zombies, à la pop culture, etc. Mais comme dans tous les films de la trilogie Cornetto, avec des rapports différents, mais c'est aussi un film qui parle vraiment aussi de quelque chose de beaucoup plus psychologique. C'est un peu une quête de personnage qui doit justement évoluer. C'est un personnage, comme tu l'as dit, qui est pas dépressif, mais qui laisse sa vie passer, qui est complètement à la masse. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début du film, justement, il se passe des choses avec les zombies en arrière-plan et il les voit pas. Tellement il est en mode automatique et tellement on voit vraiment qu'il a une œillère sur sa petite vie et qui ne fait pas, il ne fait pas attention à tout ce qui se passe autour de lui. Et finalement, le but du film, c'est aussi de réaliser un petit peu des objectifs, on va dire, pour justement évoluer et réussir ce passage à l'âge adulte et pour grandir et se libérer peut-être justement de l'emprise qu'a le personnage de Ed sur sa vie. Typiquement, par exemple, un des premiers objectifs, c'est par rapport à sa mère. Donc, parce qu'il y a vraiment tout ce rapport aussi à la mère dans le film, c'est de un peu se libérer du beau-père ou de régler certains conflits avec le beau-père pour après aller vers la mère. Il y a tout ce qu'il faut résoudre par rapport à... Et donc là, il doit prendre sur lui, il doit aller chercher les gens pour justement s'en sortir. Il y a tout ce qui est par rapport à sa copine aussi qu'il doit résoudre et pour après finalement terminer en avec la mort évidemment du personnage qui pose un peu problème, qui a une ascendance sur lui dans le début du film. Alors que moi je le verrais plutôt comme le pendant positif, moi en fait. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est je le vois plutôt comme la facette positive parce qu'en fait j'ai toujours cette impression que Ed il incarne tout ce qui s'oppose au danger qu'évoque le film de zombie. Parce que le film de zombie, et je trouve que Edgar Wright, tu sens qu'il a tout à fait compris ce qui est censé évoquer le film de zombie, ne serait-ce que dans son introduction. Quand tu as les gens qui sont en train de travailler et qui sont déjà des zombies. Ils sont déjà des zombies. Dans le bus aussi, ils sont vraiment... Et donc là, j'ai eu envie de dire, il te montre en 2 plans comme ça, qu'il a tout à fait compris dans quel registre il opérait en réalité, qui sait de quoi parle le film de zombie, en quoi il met en garde, et en fait il parle des dangers du conformisme et ce genre de choses. Et je trouve que justement celui qui incarne pas du tout ça, c'est ça la fiche conformisme. La fiche. Il y a le conformisme, mais pour moi il y a quand même cette peur de grandir, et là par contre il incarne quand même cette peur de grandir et de faire quelque chose de sa vie, parce que ce mec-là il est complètement bloqué. Et il est quand même un peu zombie aussi, je veux dire finalement, quand il est zombifié, c'est le même en fait. Bah oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça qui a une ambiguïté, c'est-à-dire qu'il statue pas non plus sur Je trouve que, juste pour mentionner effectivement ce que tu dis, on en a parlé, je trouve que Shaun of the Dead est vraiment un modèle d'exposition. Et je pense même que dans tous les films d'Edgar Wright, c'est le meilleur en la matière. Je pense qu'il arrive à prendre n'importe qui par la main, fan de zombies, fan de comédie, fan de trucs, fan d'histoire d'amour, même, et il arrive à les amener dans le terrain en faisant en sorte que tout soit super fit pour tout le monde. Et je pense que ça va être plus difficile, par exemple, sur le dernier peu avant la fin du monde, avec lequel j'ai beaucoup plus de problèmes en la matière. Mais en fait, quand il interroge le rapport à la nostalgie ou autre, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire non seulement on se marre bien, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est bien pensé aussi. C'est un des rares films de zombies qui montre ce qui se passe une fois que la crise est résolue. Et quand on voit ces images finalement qui se passent, alors Romero avait déjà joué là-dessus dans Dawn of the Dead en disant que les zombies reviennent au centre commercial, peut-être par réflexe ou autre. Mais là, en fait, on a l'illustration de ce retour alors que la société a repris son cours avec des zombies qu'on utilise pour ranger les charrettes et tout ça. Une femme qui n'arrive pas à se dire qui couche encore avec son mari zombie parce que c'est quand même mon mari, parce que je suis mariée avec et tout ça. On a Sean qui continue de jouer avec son pote à la console alors que c'est un zombie aussi. Donc c'est un peu comme dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on y revient toujours en même temps? On n'arrive pas à couper le truc. C'est comme imaginer que le monde essaye de reprendre son rythme normal après une crise sanitaire. Après le Covid. Ça ne risque pas d'arriver, heureusement, mais il y a un peu ce côté, on vient de franchir une crise, mais on revient quand même, on s'accroche à ce qu'il y avait avant, même si on a découvert à travers la crise que c'était pas si important en fait. Pour en revenir un petit peu à mon analogie comme ça, ma métaphore justement du passage de l'adolescence à l'âge adulte, etc. Justement, je pense que la dernière scène où on montre Simon Pegg avec Nick Frost qui s'amuse, ça montre aussi qu'en fait il faut un peu garder quand même un petit côté enfantin en nous, innocent et gamin, quoi. Enfin, c'est finalement ok, on grandit, on essaie d'assumer et de faire quelque chose de sa vie, mais on garde quand même il faut garder cette petite
et pièce voilà. jeux vidéo. Ouais, Moi, j'ai ouais. ma C'est pièce vrai. jeux vidéo à la maison. On a, Oui, on a tout à ça. fait. Mais je vois C'est tout très à fait important. pourquoi on peut avoir ce genre de lecture. C'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer que le personnage de Sean, tous les gens qui les entourent, c'est des éléments de sa psyché qui sont en fait Ouais. simplement incarnés par divers Ouais. types de personnages. Mais en fait, je pense que ce qui fait qu'on arrive à apposer ce genre de lecture à ces films, c'est juste son écriture. Oui, bah oui, bien sûr. Complètement précise. Ah oui, en fait, non, dans ce tout à qu'il fait, raconte. tout à fait. Et je pense Ah. que tout a été. C'est parce qu'aussi ils ont tout abordé déjà dans Spaced. Il y a déjà plein de trucs qui se retrouvent en fait. Mhm. C'est un peu comme comme s'il y avait une espèce de répétition générale. Et quand Shaun of the Dead arrive, en fait, ils sont prêts Ouais. tous à donner le meilleur d'eux. Ils ont déjà exploré ça, mais là ils Oui, ont ça, les parce moyens que de le faire. ils Simon ont- Pegg est au scénario. Et ce n'est pas que Edgar Wright. Oui, oui, tout évidemment, à fait. c'est Simon Pegg. Et qui est Simon là. Pegg est très clairement la deuxième tête Bien sûr. de cette trilogie. hein. Et ce que je trouve qui est pas mal aussi, et ça va être pareil pour tous les trois, c'est qu'en fait on va vraiment parler aussi de personnages britanniques, un peu de la classe moyenne, Mhm. bah, comme un peu dans Space, on fait des trentenaires moyens, chose qu'apparemment il n'y avait pas tellement à l'époque. On parlait beaucoup soit vraiment d'anglais assez pauvres, des films un peu sociaux justement anglais, un petit peu enfin pas des banlieusards, mais je veux dire Si, un peu des truands aussi, ou Oui, des on te montre banlieusards, ça, etc. oui, oui, Ou alors des gens... C'est soit les milieux criminels, Voilà. soit la banlieue La un haute- peu misérabiliste. Ouais, ou la haute Ou société la haute aussi, société, beaucoup ouais. qu'on met ça en avant, et pas justement l'anglais moyen de Oui. trentenaire C'est vrai. avec son petit boulot. Et là, ça les met peut-être dans des moins là, mais peut-être dans des petites villes aussi, enfin dans des Mhm. petites vies en fait. C'est chaque fois des gens qui sont dans leur petite vie trentenaire, auxquels on peut s'identifier. Je pense qu'on Oui, peut oui, beaucoup tout à fait. s'identifier par Ah ben, je rapport à pense ça. que c'est aussi un des trucs. C'est que je pense que Shaun, tout le monde a pu se reprojeter Oui. dans lui Oui. et ce qu'il traversait quoi. Oui, oui. Ou au moins dans le personnage de Simon Ouais. Pegg dans un des trois Ouais. films. Mhm. Ouais. Enfin, Oui, ou oui, dans oui. le premier ou dans le deuxième. Je sais pas trop sur celui du milieu, Mais- mais on va y arriver. Mais je bientôt. pense que oui, en fait, ce qu'il y a, c'est celui du milieu est beaucoup plus parodique, peut-être. C'est ça Ouais. aussi qui amène ce côté-là. Mais par contre, je trouve que dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, il arrive à faire un portrait finalement très très fidèle d'un certain type de personnes qu'on ne traite quasiment jamais Oui. dans l'histoire du cinéma. On y reviendra à ce moment-là précisément. Mais... Voilà, mais je ne sais pas si vous aviez encore en fait des Moi, j'ai choses Sur à Shaun dire. of the Dead. J'ai une petite Vas-y, vas-y. anecdote de tournage. Donc en fait, c'est un film qui avait pas fauché, mais je veux dire, ils n'avaient pas énormément de budget non plus pour tourner le film. Et donc, par exemple, tous les zombies, enfin, il y a beaucoup de zombies qui ont été joués par des anciens acteurs de Space, en fait, qui sont venus gratuitement, ils ont été engagés gratuitement pour venir faire du bénévolat et pour venir faire les zombies et rendre service à leurs potes. Oui, Ça, je pense c'est aussi cool. que ce qu'il y a, c'est que Edgar Wright, j'ai l'impression quelque part, il commente toujours un petit peu sa propre carrière quand il avance. À force Ouais. de faire aussi des systèmes de référence à ce qui précède et en voulant toujours un petit peu dépasser ce qu'il a fait avant, il a l'air toujours très conscient un petit peu de se dire, là, je suis tel moment dans ma carrière, il faut que je dépasse ça. Il faut pas que je me repose sur mes acquis, il faut que j'aille un peu plus loin tout en étant conscient qu'il a une connivence avec tout ce passé-là. Et je trouve pour le coup que c'est... je sais pas quelles sont les vraies raisons qui ont motivé ça, mais le fait que le couple ne soit pas joué par le couple de Spaced. Ouais. Alors Ouais. qu'on aurait pu Ouais. se dire de reprendre Elle, Jessica elle joue, Simpson. elle joue dedans aussi. Elle joue dans le film, ouais, mais bien d'ailleurs sûr. c'est très marrant de voir Quand que ils se croisent. c'est voilà, Mm. elle mène un autre groupe de résistants. C'est un peu l'autre pendant du Oui, c'est personnage. génial. Et quand ils se croisent, ils ont tous les mêmes rôles. C'est- Aussi, Ça, c'est- elle a- Ça aussi, c'est un super gag. hein. Oui, tout Ouais. à fait. Mais ça, c'est cette connivence-là. La première fois que j'avais vu le film, je comprenais pas trop qui était ce personnage qu'il avait l'air de connaître super bien et qu'on t'avait pas présenté avant. Mais je trouve que forcément, ça montre que Wright et Pegg intègrent en même temps tout ce qui précède avant. Ouais. Et ils font du jeu avec ça. Et ils C'est vont le ça, faire avec le c'est- cornetto c'est aussi. du jeu Enfin, en il y a toujours un permanence, jeu. Il y a un côté super ludique en fait. C'est pas du jeu plombant du genre ah, t'as pas vu mes références. Non, c'est Exactement. justement constamment cligner de l'œil, mais pas s'en contenter. Et c'est Ouais. ça qui est Mais extrêmement ça peut fort être dedans. agréable et regardable par tout le monde, même les gens qui n'ont pas les références de base, Ouais, ils ouais. ne sont pas spécialement des adeptes des films de zombies de base. Quoi. Techniquement, chaque film peut se prendre. Séparément, Indépendamment. tout à Ouais, fait, ouais, bien ouais. sûr. C'est moi je dirais Bien pour s'il faut épiloguer sur Shaun of the Dead, c'est qu'il y a quelques exemples de parodies super réussies en la matière. Et en matière de fantastique, il y a un autre grand classique de Mel Brooks qui est Frankenstein Jr. et je mets Shaun of the Dead au même niveau. C'est-à-dire qu'à la fois c'est vraiment des films ancrés dans leur genre à 100%, des films super drôles et qui arrivent à faire exister leurs personnages et à générer une véritable émotion tout le temps. La scène de mort, en plus voilà, la scène de la mort de Dead, où justement c'est un gag à base de prout Ouais. qui arrive Oui, oui. à ce moment-là et où tu es pris exactement dans la même émotion que Shaun, c'est t'as envie de pleurer, t'as Ouais. envie de te marrer au même moment. Ouais. Il faut quand même le faire, d'arriver à faire ça Ouais. à partir d'un film de zombies parodique. Quoi. Je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui aurait réussi à faire un tel mélange. Non. Et justement, en parlant de ça, après on pourra enchaîner sur Hot Fuzz, hein, mais le gag que tu évoques, c'est un gag qui arrive à t'émouvoir et à te faire rire en même temps, surtout parce qu'il fonctionne en écho. Et ça, c'est un truc que Edgar Wright va passer son temps à faire. C'est des répliques qui reviennent. Maintenant, ça, pour moi, c'est souvent un signe d'une écriture bien pensée. Ce système de payoff. voilà, oui, exactement. Et donc, c'est présent dans Shaun of the Dead. Ce sera aussi présent dans Hot Fuzz. Est-ce qu'on enchaîne maintenant ou Yep.
Hot Fuzz. Et alors, Hot Fuzz, 2007. Alors, Allez. c'est toi qui Marine, t'y Je colle. veux bien parce que c'est mon chouchou. Alors, par contre, j'ai un problème avec les noms, donc je vais vraiment pas donner les noms des personnages parce que je C'est me rappelle Angel, vraiment juste le plus. personnage principal. Comment Non, c'est Angel. Angle. Angel. Donc, Hot Fuzz, ça parle d'un personnage donc, qui s'appelle Angel, qui est... Angel. Angel. Angel, c'était une Angel. blague. Ok, bah, Tu lis pas les bons journaux. Oui, c'est- Angel, C'est une blague de journaliste. qui est donc flic à Londres. Et en fait, c'est un tellement bon flic mais qu'il en devient pénible pour tous les autres policiers du commissariat. Et donc, en fait, il est pas rétrogradé, mais il est envoyé dans un petit village, dans un petit bled de la campagne qui est considéré comme un des villages où il fait le plus bon vivre, on va dire, en Angleterre. D'ailleurs, chaque année, il passe ce concours du plus beau village, meilleur village. plus rustique, le village le plus rustique, Voilà, je plus crois, quelque rustique chose comme ça. d'Angleterre. Donc, il est envoyé là-bas contre son gré. Et donc il va intégrer là-bas le commissariat où les gens sont super posés, ils sont ils sont pas aussi obsédés par le travail que lui. Et dans ce petit village-là, il va se passer des éléments un petit peu perturbants, des meurtres, et donc il Des va accidents. devoir... Des accidents. Des accidents, oui, Des ça existe. accidents. Pour le moment, au début, ce n'est que des accidents. Est-ce des meurtres, on ne sait pas. Et donc il va devoir déjouer justement l'espèce de complot qui se trouve derrière. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est ça. parfait. Bon, on va spoiler. Et hein. il devient super pote avec un flic de Ouais. là-bas aussi. Voilà. C'est important. Avec Qui est un joué flic par qui a Nick construit Frost. sa vision de la police via des films, ce qui n'est pas du tout Oui, son cas, il a- alors que lui, Bad Boys 2 et Bad Point Boys Break. Break. alors que Exact. le personnage principal, lui, est très procédurier et d'ailleurs Ouais. ne peut pas s'empêcher de faire respecter la loi. La première fois qu'il arrive dans le pub, Oui. il voit, il y a des jeunes dans le pub, ah, vous avez pas l'âge, vous sortez. Et il n'y a D'ailleurs, plus j'adore personne gars dans quand le il dit, pub. en quelle année t'es né, et il fait avec une voix qui a pas mué, il fait toi Quoi tu dégages. Ou en, C'est très drôle. en 69, tu as donc 37, 45 ans. Oui, oui. 37, ouais, il dit 37. Oui. Et alors, tu disais, le point qu'on évoquait plus tôt, c'est que c'est un film qui là, contrairement au premier film qui évoquait le film de zombies, là, ça évoque plutôt le film policier et plus Ouais. précisément Ouais. le buddy Le buddy movies, movie, mais Pas que. pas Mais que. pas que. Pour moi, il y a aussi le houdonite, quand même, parce qu'on est dans un houdonite un peu à la Agatha Christie, notamment avec ce petit village, avec chaque fois des personnages. C'est vrai, je l'avais Tu pas veux du tout un évoqué. one Non, bien non, sûr, c'est vrai. ouais. Mais c'est parce que Non, j'ai pas bien du tout évoqué tout à l'heure. c'est Même vrai, avec ça. les meurtres, je sais pas, il y a un petit côté un petit peu slasher, mais Bien sûr, slasher bien un sûr. peu giallo, enfin, tu vois, Oui, les oui. armes Le tranchantes, Le travail etc. d'éclairage, puis bon, c'est un tueur masqué qui tue Ouais. à chaque fois avec des Ouais. petits tranchants. Donc, le côté Et on slasher, je passe suis à entièrement l'actionneur d'accord. vers la fin Il y a- du il y a film, deux- où là, ça, il va à fond, quoi, à fond dans C'est les assez flingues. fabuleux. On passe au western aussi sur la Ouais, fin. c'est On vrai. passe au western. vrai. D'ailleurs, le chef de la police, on voit qu'il est fan de Ouais. cow-boy, etc. Et Mhm. sur la fin, Ouais. c'est Angel qui devient le cow-boy du Et village. d'ailleurs, Vas-y. Non, mais juste une anecdote par rapport justement à ces films-là. Donc en fait, Edgar Wright a forcé tous les acteurs à regarder en fait plein de films policiers, mais que ce soit Dirty Harry, que ce soit les films qui sont évoqués, mais il les a vraiment forcés à regarder tout ça. Et Nick Frost justement, il l'a également forcé. Et lui apparemment, il n'en a regardé qu'un ou que deux. Et c'est ces deux films-là, donc Bad Boys 2 C'est pas une break. et Point Break. Donc c'est un peu pour ça qu'ils ont réutilisé Qui des sont références. qui sont deux chefs-d'œuvre. Qui sont je deux tiens à le chefs-d'œuvre. dire. Mais il y a- Le mec, il a la flemme, quoi. Il y a quelques semaines, j'hésitais entre Point Break et Destination Finale 5. Et j'avais envie de me détendre. J'ai regardé Destination Finale 5. C'était de la merde. Mais c'était drôle. Ben là, en fait, ce qu'il y a, c'est que Wright, l'originalité, en fait, c'est il fait de la parodie, mais c'est vraiment un décalage de lieu, en Ouais. fait. Et tous les personnages Et vont- un décalage de code. et de code. En mais- fait, c'est très con, c'est-à-dire mais qu'ils je vont- trouve que Ils vont vivre avec leurs propres priorités, tous les personnages qui sont ceux de leur petit patelin et Oui. tout le truc. Et là où quelque part on va vouloir avoir des super gros complots, en fait, eux ils sont dans leur petite médiocrité de vie. c'est ça, c'est ça. Et puis il y a même d'autres choses. C'est que souvent, je vois qu'il comprend certains codes, mais parfois il les déplace de façon si intelligente. Mais je trouve que l'idée que Angel, s'il est déplacé à un moment mis au placard, c'est pas parce qu'il a des méthodes de cow-boy, c'est justement parce qu'il est trop efficace. C'est un trop bon flic. Et les gens, ils font non, attendez, vous nous faites passer pour des branquignoles, donc arrêtez. Et donc cette idée de conflit entre lui et sa hiérarchie, elle n'est pas du Mais tout là où tu l'attends, en fait. C'est là, Tu et vois puis qu'il y a quelque part, et c'est vrai que ça m'avait un peu étonné, mais tant mieux d'une certaine façon, c'est qu'en fait, Angel, on te le décrit d'emblée, c'est un super flic, mais comme tu dis, c'est pas un super flic de film d'action. Il est Ouais. super performant Ouais. dans tout, donc tu Mais il est t'attends chiant. à ce que ça devienne un Ouais. héros de film d'action, mais en fait,
tout son parcours en fait c'est de devenir le héros d'action que son comparse veut voir en lui. En fait, il veut transformer, donc le personnage de Nick Frost veut transformer Angel en super flic tout du long, et quelque part tu vois que lui, le personnage de Nick Frost qui a tout vu à travers les écrans, et qui fantasme le métier de policier de ville en fonction de ça, des grandes cités, en fait il va pousser. Et il va vraiment vouloir transformer Angel en super flic, c'est presque le voyage du héros, j'ai envie de dire. Mais vers le fascisme. Tu vas devenir. Oui. C'est ça que je disais quand on préparait l'épisode, une sorte de fascisme vers une autre, parce qu'à la fin, au final, c'est pas. En fait, ça vient pas de nulle part. À un moment, il se fait insulter comme ça dans le film. Et d'ailleurs, là, à nouveau, c'est une écriture en écho. Qui se passe à nouveau où il arrive dans la ville et le premier truc que la personne de l'hôtel lui dit c'est fasciste. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je pense que même quand on en revient un petit peu à cette histoire de pickle qu'il y a dans tous les films, à un moment la transition ça se fait aussi avec l'alcool. Parce qu'à chaque fois il boit son petit jus de canneberge super, à un moment donné il va prendre la bière et là il va complètement partir il va switcher, dans un autre type de flic. Enfin, c'est marrant aussi que ça se passe comme ça, par la bière quoi. Oui, tout à fait, ça a une importance fondamentale, et même dans le dernier pub avant la fin du monde, ça va être encore très clair. Mais en fait, c'est assez marrant parce que tu as un peu l'impression qu'il traite de l'évolution de l'amitié des mêmes personnes en fait dans chaque film sans que ce soit les mêmes personnages. On a un peu l'impression dans celui-là qu'on voit la naissance de l'amitié entre les deux gars qui au début effectivement sont assez distants et qui créent un lien comme ça. D'ailleurs c'est un des enjeux puisque voilà en fait le personnage de Cate Blanchett qui apparaît au début du film elle est masquée puisque c'est l'ex-copine de truc qui lui dit un jour il faudra que tu trouves quelqu'un d'important dans ta vie qui te fera oublier le boulot. Là où paradoxalement finalement quand il lit le lien avec le personnage de Nick Frost il devient d'autant plus un obsédé du boulot en fait. Mais en même temps, c'est le gars qui le propulse là-dedans. Je trouve que l'histoire d'amitié entre les deux personnages est super bien écrite. Elle est vraiment touchante, vraiment douce. C'est surtout que le personnage de Nick Frost est aussi positif qu'il était laborieux dans Shaun of the Dead. En fait, c'est vraiment un personnage super naïf qui a envie de croire dans le meilleur de tout le monde. C'est vraiment quelqu'un en fait qui est, c'est un peu le bon côté de l'âme en fait à ce moment-là. Mais quand tu Hot Fuzz, je sais que la première fois que je l'ai vu, les quelques premières minutes, je me suis dit putain, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, qu'est-ce que ça va être ce truc Ça peut faire peur. Ça me bottait pas du tout. Mais maintenant, si tu me racontes Bienvenue chez les Ch'tis, mais que tu le filmes à la façon d'Edgar Wright, moi je veux bien. Mais c'est ça. Exactement, mais c'est ça. Il prend ce postulat de base d'une façon exceptionnelle où il te transbahute dans tous les genres du cinéma, c'est assez fou. Si je me trompe pas, Edgar Wright connaît bien l'endroit qu'il filme puisque c'est son lieu natal. Oui, et c'est là qu'il avait tourné son premier court-métrage qui était déjà. Donc je pense que l'idée de faire un film, faire un film d'action dans cette petite bourgade, j'imagine qu'elle doit le travailler depuis qu'il est gamin, en se disant qu'est-ce que je me fais chier ici, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se passent. Enfin, c'est moi qui le spécule. Non, mais on en revient alors avec ce qu'on disait tantôt, que chaque fois il s'inspire d'éléments de sa propre vie pour construire ses scénarios et ses histoires. Et puis même, c'est quelque chose qu'on évoquait avec Chris juste avant cet enregistrement, c'est que tu sens qu'il y a souvent des choses qu'il travaille pendant très longtemps et qu'il finit par concrétiser plus tard, parce qu'en fait il m'a montré juste avant qu'on commence l'enregistrement là un clip qui a complètement inspiré le début de Baby Driver. Mais c'est complètement ça. C'est quelqu'un qui attend que tu aies avec 3 individus dans une voiture qui partent faire un casse et lui il met la bonne chanson qui doit durer assez longtemps et ça en fait il en a fait un clip alors qu'il était plus jeune, c'était je ne sais pas, c'était avant c'était après Hot Fuzz. C'était après Hot Fuzz. Mais en fait, c'est maintenant qu'on en parle que je me rends compte qu'il y a une scène dans Shaun of the Dead où il y a Ed qui dit à Nick, regarde elle, en fait c'est une tueuse. C'est pas juste quelqu'un qui est derrière son comptoir et lui c'est un caïd de la pègre et tout le truc. En fait, tu as l'impression que dans Hot Fuzz, c'est ce qu'il a fait. Il a pris, regarde lui en fait non, il dirige une association secrète et tout le truc, et t'as un peu l'impression que c'est comme un jeu qu'il devait certainement avoir et qu'on a tous eu à un moment donné de se dire non mais lui tu penses que c'est juste un honnête commerçant, mais en fait non, lui il fomente des meurtres et des trucs comme ça et c'est cette manière de jouer aussi avec le fantasme dans le film, d'avoir justement, donc il y a une série de crimes et à un moment donné la voie que choisissent les flics, c'est de s'imaginer qu'il y a un complot pour des questions de revenus, d'argent, des trucs comme ça. Et qui, non, du coup, c'est pour le bien de tous. Le bien de tous. Et en fait, c'est juste parce que ils veulent que leur ville reste la plus belle, la plus rustique, la plus... et gagnent le concours chaque année. Oui, là aussi, c'est des personnages qui sont enfermés dans le passé, en fait. Ça m'a fait penser au concours du plus beau légume dans C'est Gromit et le mystère du lapin-garou aussi. Oui. Mais ça, c'était après. Mais oui, et c'est là que pour moi, la thématique ici, il y a un peu le côté nostalgie d'une époque passée, parce qu'ils vivaient un peu dans le passé, dans ce petit village parfait, justement, mais aussi le côté de l'obsession
obsession finalement, du personnage principal qui veut vraiment être dans la perfection, et de la perfection évidemment, obsession et perfection du meilleur flic, et des villageois qui veulent être dans la perfection du meilleur village, et cette obsession finalement de la perfection les pousse au meurtre, donc les pousse au pire, et aussi de la femme du commissaire, qui justement tout démarre d'elle, elle s'est suicidée parce que elle a manqué justement de gagner le concours, qui est aussi dans une obsession hyper importante. Donc pour moi, ça traite aussi un petit peu de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Non, il y a vraiment une cohérence en fait dans tout ça, et ça n'empêche pas le film, encore une fois, d'être super drôle en lui-même, parce que ce décalage s'applique de manière tellement... Parce que lui-même, en fait, tu sens qu'il est super rigoureux, Wright. Oui. Mais techniquement, pour moi, des trois, c'est le plus incroyable. Techniquement, montage, c'est rigoureux à crever. Oui, c'était... En fait, ça surprenait d'ailleurs pas mal de gens, parce qu'à l'époque, il disait qu'il était super fan du style de Tony Scott, de Michael Bay, donc c'était vraiment un amour sincère de reproduire pour lui la mise en scène de ces réalisateurs-là, jusque dans le choix des focales. Il le fait exceptionnellement bien. Le fait, je veux dire, il montre deux plans des films qu'il évoque. Il montre le plan où il y a Keanu Reeves dans Point Break qui tire vers le haut, et puis alors il montre aussi le plan signature de Michael Bay où tu as des gens qui se relèvent, et puis il y a une espèce de en longue focale comme ça, la caméra qui tourne autour d'eux. Il fait les deux plans dans le film, mais il les fait. J'aurais pu croire que c'était tiré d'un film et de l'autre. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez quelle scène du film a coûté le plus cher ? Non, vas-y, tu vas nous le dire. Oui. Alors, apparemment, c'est la scène où les deux regardent les films. Les deux films, parce qu'en fait ils ont dû demander les droits à tous les acteurs, à tous les à tous les réalisateurs des deux films. En fait, ça leur a coûté la blinde. Donc c'est la scène du film qui est la plus chère, quoi. Ils ont dû demander à Keanu Reeves, à la doublure de Keanu Reeves, un truc. Donc voilà. Ah d'accord. Ouais. C'est ma petite anecdote. Ah, c'est dingue. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Là, tout de suite, on est en train de chercher la scène. Il y avait plus de balles tirées, plus de cascades. En même temps, c'est marrant de voir qu'ils respectent jusqu'à une scène d'explosion qui arrive complètement à la fin de manière un peu gratuite. Ouais. D'ailleurs, mais c'est du genre, faut quand même qu'il y ait un bâtiment qui pète. Ouais. On est dans de l'action, quoi. Faut qu'il y ait un truc. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais... Oui, c'est vrai qu'en fait, tu as l'impression que l'action est terminée. Oui. Normalement, les enjeux sont réglés, et là, il y a il faut que ça explose. Il faut qu'il y ait un bâtiment qui pète. Oui, c'est ça. Mais à contre-temps. Oui, mais il y a ça souvent dans les films dont il s'inspire. Il y a ça très souvent. Tu penses que c'est fini, et puis bam. Jusque dans le climax, le grand gunfight. C'est génial. Et alors, il y a parce que c'est vraiment pas là que tu l'attends. C'est ça que moi je m'y attendais pas du tout, parce que c'est préparation de paiement, mais que tu as oublié. Enfin, cette histoire de c'est une bombe. Comment ça s'appelle, une bombe, non? Une mine. Une mine. Oh là là, une mine. Une mine aquatique. Oui, tu l'as vu au début, mais tu l'as zappé, quoi. Tu vois, t'as plus du tout d'ailleurs, ça, je voulais cette dire mine que en tête. vraiment, je pense que cette scène avec le fermier et la mine, je pense que c'est une des scènes qui me fait le plus rire au monde. Il est exceptionnel. Au début, j'ai une anecdote, mini-anecdote. Cet acteur qui joue aussi dans Harry Potter était, parce que je vais au Comic-Con régulièrement, et il était au Comic-Con. Et il m'a fait un grand sourire. Et c'est très bête, mais j'étais là au Comic-Con et je le vois passer avec ses gardes du corps ou quoi il va. Et je le regarde un peu genre, oh, c'est le mec d'Harry Potter, de Hot Fuzz. Et là, il me regarde et il me fait un genre de bonjour avec un sourire, mais tellement chou. Et je me sentais privilégiée. J'étais là, il m'a vu, il m'a dit bonjour. C'est vrai qu'il a toujours tendance, j'ai toujours tendance à le voir dans des rôles de grumpy. Mais exactement. Et là, il a vraiment un regard genre, tu sais qui je suis et ça me fait plaisir. J'étais là, c'est un habitué aussi de la série de la télé britannique, puisqu'il a même incarné le Docteur Who dans plusieurs cas de figure. Oui, il est un acteur en fait, il y a eu un film et quand il faut prendre une doublure pour le Docteur Who original, c'est lui qui l'incarne en fait dans la série. Mais niveau casting, je trouve que c'est Hot Fuzz qui a le casting le plus exceptionnel des trois. Oui, et Peter Jackson. Et Olivia Colman. Alors, je voulais poser cette question-là. Peter Jackson, c'est le Père Noël qui poignarde la main d'Angel au tout début du film. Ah ouais, trop fou. Ça, je savais pas du tout. Okay, oui, non, tous les acteurs sont assez dingues. Et c'est vrai, quand tu es fan de cinéma anglais, tu les reconnais tous. Martin Freeman dans son tout petit rôle, ça fait tellement bien de le voir arriver dans le troisième. Après, tu dis, il est tellement fait pour cet univers-là. C'est assez fou. La logeuse de Space aussi qui joue dans bien sûr. La barmaid. Oui, voilà, c'est ça qui joue. C'est vrai que tout ce qu'il y a de vraiment... ce soin technique, je pense, amène encore un décalage supplémentaire, parce que tu as justement ce côté petit village, mais tu as un emballage technique qui est super travaillé, qui en fait
te crée une espèce de distance Mhm. en elle-même, et qui du coup est super cohérente avec le truc, parce que je pense que la scène que je préfère, c'est évidemment l'attaque du magasin, C'est génial. où là, d'un coup, t'as des scènes de gunfight, mais qui sont toutes complètement décalées par rapport à ce qui se passe. Tu vois, et ils sont tous à fond dedans, Oui, mais oui. à un moment donné, tu te rends même Le pas pot de compte que- bolognaise qui explose, quand ils font le bélier avec les caddies, je sais pas, tout et puis fonctionne. juste à la fin, quand t'as juste les cons qui arrivent et qui balancent des légumes, mais t'as les autres, c'est pas grave, mets-toi de côté, on va les avoir. Et en fait, t'es complètement. Et puis c'est après que tu te rends compte, merde, ils se contentent de leur balancer des conneries de légumes. quoi. Bah oui. Je pense que ma scène préférée est l'attaque du cygne, qui est un bel hommage à Jurassic Park quand même. L'attaque du cygne, c'est quand même magnifique. Et en plus, oui, ça règle toute Ça la règle fin tout, du oui, film. c'est le cygne, Et le c'est héros ça du aussi que je film, veux en dire, fait. et ça pourrait même être un défaut presque qu'on pourrait trouver à l'écriture d'Edgar Wright, c'est qu'en fait, elle est tellement bien calibrée, son écriture, qu'il y a des moments, quand tu vois apparaître un élément, tu vois, qui peut paraître anecdotique dans son écriture, tu sais que ça reviendra. Tu finis à un par moment. anticiper. Tu finis par anticiper. Le coup de la mine, le coup du cygne, tu sais que ça va revenir à un Mhm. moment. C'est parce que l'écriture, elle est trop calibrée pour que Ouais, ça ne revienne ouais. pas. Mais il y a tout le temps des trucs comme ça dans tous ces films, une espèce de préparation paiement comme ça qui se met en place, notamment. Mais je trouve que c'est pas si obvious ouais. que ça. Ah ouais, je sais Je pas. me laisse Ça, il y a vraiment des- avoir ouais, moi, ok. dans son Ouais, ouais. cinéma. Je me Parce laisse que vraiment avoir. Là, parfois, même à chaque fois, tu as les personnages qui vont mourir. À chaque fois, ils disent un petit mot, par exemple, bah oui, on en a plus pour longtemps, ou je vais m'éclater. Enfin, il y a toujours un Oui, petit truc oui, comme ça qui celui-là, il y a prévoit le vraiment- fait Ouais, ouais. qu'après, ils vont, Ouais, qu'ils vont je mourir. pense, pour moi, c'est celui qui est vraiment le plus parodique. C'est-à-dire que Oui. l'émotion prend un peu moins pour moi. Il y a l'amitié qui se développe entre les personnages et tout ça, mais c'est peut-être celui dans lequel je trouve qu'il y a le moins de cœur. Il est plus technique, Oui. je trouve, Mhm. plus drôle peut-être Ouais, ouais. même d'une certaine façon. Ouais. Mais c'est peut-être celui qui dont moi je me sens un peu moins proche des personnages, quoi. Ouais. Ouais. Peut-être aussi parce que, alors que pourtant à la base c'est des personnages lambda, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais C'est c'est peut-être dans la qu'Angel, mesure- on a envie d'en faire un super héros, Ouais. et lui tout ce qu'il veut c'est être un contractuel qui fait bien son taf, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que le côté plus purement parodique m'apparaît plus dans celui-là. En fait, moi, je crois que dans la mesure où les genres qui traitent sont peut-être des genres sur lesquels j'ai beaucoup plus d'affinité, moi, ça fonctionne beaucoup mieux. Et là, Ouais. il y a un point que je voulais aborder. Bah, toi, tu as parlé du fait que parfois, les dialogues à double sens sont toujours signifiants, comme par exemple le principal antagoniste du film qui arrive et qui fait « je suis un slasher » et il dit Ouais. « je slash les prix ». Ah bah Tu oui, vois, mais ça c'est voilà. à fond. Et là, tu comprends qu'en fait, il va pas te parler que d'un cinéma plutôt policier, buddy movie, voire de western, c'est qu'il va y avoir la question du cinéma horrifique. Et d'ailleurs, là, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé jusqu'ici, c'est le film de la trilogie qui a les plus gros effets gore. Ah oui, Parce oui, qu'en oui. Ouais, réalité, Il est Shaun of très, the très Dead, gore. qui est censé être gore au possible, Il l'est moins. là, il y a des scènes dans Hot Fuzz, tu te dis, mais tu peux pas regarder ça avec un enfant, c'est pas Bah, possible. notamment Quand la le- scène avec Le bazar de clocher. On y pense tous. le On y pense morceau de toit qui tombe, Mais quoi. c'est super grand Exceptionnel. guignolesque en fait. Ouais. Là, t'as l'impression d'être dans du Peter Jackson aussi pour le coup, période Branded, quoi, avec un truc du genre on va utiliser des idées gore. Et j'aime beaucoup Et aussi ceux- quand le directeur du supermarché s'empale Oui. sur le Ah truc. oui, oui, oui. Et Et en scène, Et en plus, t'as tellement mal pour lui à ce moment-là. et en plus, il dit, ça fait si mal. Tu vois, il dit, ça fait si mal. C'est rigolo. Alors, J'adore cette scène. Timothy je Dalton est pense, génial. un- dans un ce film, en L'acteur fait. est exceptionnel. Un truc aussi qui a tendance à montrer qu'on est dans du grand guignol et qu'il ne faut pas avoir trop peur de ça, mais plutôt en rire, c'est aussi que le contrepoint, juste après que le gars se soit pris la tour du toit, là, donc il est littéralement empalé, c'est dégueulasse à voir. Hein. J'adore. Voilà, il est littéralement empalé, c'est dégueulasse. Et puis là, tu as toute la foule qui arrive et tu pas l'impression qu'ils sont si horrifiés que ça. Non. Ils font genre, oh là, qu'est-ce qui vient de se Exactement, parce que passer je tu vois l'avais déjà vu plusieurs C'est- fois et là je l'ai revu la semaine passée et tout ça. Et quand le truc est tombé, j'ai fait un genre de Ouah, c'est Ouais. bon Mais ça. je veux dire, ça- Et puis t'as des gens qui arrivent et j'ai dit mais ils réagissent pas en fait. mais- c'est mais super. c'est en ça que je dis que le film est peut-être le plus parodique, parce que Ouais. c'est là où les gens ont vraiment des réactions complètement over the Ah top par ouais, rapport à ce c'est- qui se passe. C'est comme quand la fleuriste se fait tuer. C'est oui. quoi? Bah c'est un accident. Elle est tombée sur ses cisailles et donc tous les autres sont tellement. Donc en fait là, c'est-à-dire que tous les personnages ont des réactions tellement hautes Et je- par rapport à la situation qu'ils vivent que voilà, c'est. Et je trouve que c'est le plus beau meurtre Oui. de la Oui. fleuriste. Je trouve que avec la vitre, je Oui. trouve que c'est exceptionnellement bien mis en scène. C'est très très beau. Enfin, cette scène est le plus joli meurtre. Moi, j'aime encore bien aussi la scène où, justement, dans l'espèce enfin, pas de puits, mais dans l'espèce de grotte où ils trouvent tous les gens qui sont morts Oh au oui. fur et à mesure. On Ça voit aussi, les c'est adolescents, complètement- on voit les gitans, on Ça voit n'a les pas machins. de- Ça me fait Le Ça n'a pas de tomate, logique quand interne. il tombe sur Mais le oui. tomate. Ah oui, Ça celui-là. qui est encore Ça n'a filmé pas de dans la logique même interne position. parce que tu te refais juste simplement les répliques. Le fait d'avoir, par exemple, un cadavre de chien. Tu vois, bah oui, tu fais. Ok.
putain. Très bien. Mais D'ailleurs, le- c'était quoi la réplique associée à ça? Des chiens errants? C'est quand il parle des gitans, des romanichels, Ouais, c'est les les trucs comme ça. romanichels Il dit, qui ah, étaient c'est les plus méchants romanichels qui sont venus là comme ça. Avec leurs chiens. Avec Et leurs tu vois un chiens, chien. Ils ont salopé tout le terrain. Ah c'est oui, ça les qui avait crottes de chiens. C'est les crottes de chiens Voilà, qui ont c'était les provoqué la crottes de perte du chiens. premier concours. Il parle de crottes de chien et là tu vois un cadavre de chien. Ça n'a aucun sens. Mais tu comprends la logique. Tu comprends la logique. Le bien de tous. Mais- Le bien de Le- tous. mais en fait, quand on revoit le film, évidemment, dès le début, il pose ça. Et en fait, tu as déjà en même temps le côté body snatcher qui est presque présent, qu'on Ouais. verra dans le 3. En Mhm. fait, finalement, tu as un peu l'impression que chaque côté est un peu extrapolé dans certains, mais ils étaient déjà présents. Bien Le sûr. body snatcher et le zombie avaient malgré tout cette idée de propagation et d'une masse qui devient unie par les mêmes instincts, en l'occurrence avec les zombies. Tu as cette idée de conformisme Ouais. qui s'étend complètement avec l'histoire façade. du body snatchers. C'est déjà très présent avec cette communauté qui dit on est là pour le bien de tous et qui le répète à Tout à l'unisson. fait, comme ça. Ad nauseam. Oui. Et c'est en même temps, il y a une maîtrise des effets chocs. Je me rappelle que quand j'avais vu le film, la première fois, alors oui, tu as déjà En le plus, premier c'était au meurtre. bif, toi. Oui. Ouais. Il y a le premier meurtre qui est gore. Alors ok, d'accord. Mais le fait que la scène d'après, tu enchaînes avec les têtes coupées en plein milieu du truc, en gros plan, là, comme ça, d'un coup, c'est oh merde, il va quand même Ouais. jusque là, quoi. Mhm. On n'est pas supposé rire et ça te fait marrer, évidemment, Et malgré parce que tout. je trouve qu'il y a aussi le côté british aussi du fait d'utiliser des personnes âgées Oui. pour faire des Oui. méchants. Tu vois, parce que les méchants ils sont tous des Yeah. personnes quand même fort âgées, des petits vieux, tu vois, Mais c'est- qui ont l'air tout gentils, tout mignons. Mais c'est très britannique Mais de c'est- faire c'est Ouais, marrant ça. que tu et dises ça, moi, parce ça que- amène, et justement un des Effectivement, effets ouais. comiques que je préfère dans le Ouais. film, c'est le moment où il arrive tel un ange sur son cheval. D'ailleurs, Oui. son Un nom. cow-boy, hein. Oui, non, mais et le d'ailleurs, gars à son nom. lunettes qui sort Oui, son c'est ça. gun Et comme ça. j'allais dire, oh là là. d'ailleurs, son nom, là aussi, ça montre l'écriture très précise d'Edgar Wright. Il t'indique des choses aussi avec les noms des personnages. Et quand il arrive et qu'il se regarde en chien de faïence, donc c'est vraiment, ça fait Mexican standoff, un Ouais, truc ouais. comme ça. Et où là, tu vois que tous les vieux, d'un coup, ils ont des arsenals à portée de main. Ouais. Ça, c'est hilarant. C'est hilarant. Ça m'a fait un peu penser à la scène dans Last Action Hero quand c'est l'enterrement de Léon the Prout Oui. Ah et, oui, que d'un coup t'as toutes les mamas, tu sais, ils sortent tous leur gun dessous leur robe et tout, ça m'a vraiment fait Mais repenser j'ai même à envie de dire ça. avec un petit peu de provocation qu'Edgar Wright réussit ce que pour moi McTiernan n'a pas réussi à faire avec la Dans Action cette Hero, scène-là ouais. Ouais, avec le film. Ok, En général. ah ouais. Mais c'est intéressant, Marine, ce que tu dis par rapport à l'humour british, parce qu'en fait, ce que tu dis, il y a eu par exemple les Monty Python, dont je suis hyper fan, avaient déjà eu toujours un côté très gore en fait dans pas Ouais. mal de leurs sketchs qui étaient très présents. Et ils ont fait beaucoup de sketchs à base de vieux qui tabassent des jeunes, Ouais, à base de ouais. trucs. Ils ont très beaucoup british, effectivement c'est avancé vrai. là-dessus. Et c'est vrai que ça te met toujours un décalage. Il y a toujours ce côté britannique de rire de ses propres conventions qu'on considère en même temps comme étant indépassables dans certains points. C'est toujours très marrant, cette espèce de tension en même temps de se dire, comme disait John Cleese dans Un poisson nommé Vanda, quoi, on est tous déjà tellement morts, on est déjà tous là-dessus. Et oui, c'est quelque chose, tu as un peu l'impression que les Britanniques se disent, on est enfermés dans plein de trucs, et en même temps, quand ils se lâchent plus que les autres. Quoi. Il y C'est a un plus ce peu côté-là. Miss Marple qui défonce des. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. avec Ouais. des guns, quoi. C'est ça qui est D'ailleurs, il y a une marrant. référence à Miss Marple dans Space à un moment donné. Hein. Ah oui, tu c'est as, possible. tu as une scène où l'écrivaine commence à écrire comme Ouais. ça, et poum, tu as la musique d'arabesque qui arrive pendant qu'elle travaille. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Hot Fuzz? T'as vu, j'ai Une dit- anecdote Non, moi c'est Ah. peut-être au niveau de la réception parce que je sais bien que justement ils étaient fort stressés quand ils ont fait ce film-là, donc ils ont pris pas mal de temps pour l'écrire parce que ils savaient bien qu'on n'allait pas les rater. En fait, le premier Mhm. film, vu que c'était premier film, personne ne les attendait au tournant, mais là que les gens vraiment allaient les attendre au tournant, donc ils étaient vraiment très stressés. Par contre, du coup, ça a été super bien reçu, quoi. Vraiment, le film a décollé dès les premières semaines et donc. Voilà, ils sont assez contents de la réception du film. Tu m'étonnes. Bah, c'est sûr que c'est la confirmation qui en plus c'est toujours difficile un deuxième film, hein, surtout Ouais, quand on a fait voilà. Shaun of the Dead comme premier long. C'est vrai que comme tu dis, on a attendu et puis par contre voilà, c'est vrai qu'après c'est pas étonnant qu'à la suite Ouais. d'Hot Fuzz il y ait eu l'enchaînement Tintin et autres. C'est ça. Mais en même temps, c'est peut-être puis- pas étonnant qu'il ait voulu faire d'autres choses avant de revenir à cette Ouais. même équipe. Oui. Histoire de sûr. pouvoir la digérer. Oui, Pouvoir Ouais. digérer tout à fait. tout ça, parce que Tout à donc fait. ce qu'on évoquait, c'est qu'effectivement il a fait Scott Pilgrim entre temps. Il Oui, s'est c'est vraiment ça. exporté un peu aux États-Unis, histoire de. Attends, Scott Pilgrim, Pilgrim, son- c'est entre. C'est entre les deux, c'est en entre les 2010. deux, ouais. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, Et je crois que c'est en 2013. Hot Fuzz. qu'on a, Le dernier pub, Pub, le ouais. dernier pub, c'est Ouais, 2013. ouais, c'est 2013. Oui, donc c'est entre Hot Fuzz et Le dernier pub. et le dernier C'est pub. ça, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, Et c'est l'écriture de Tintin rentre aussi. Ouais. Oui, Tout à dans fait. cette boucle-là. Mais je serais pas étonné. Mais non, j'ai pas lu grand-chose en la matière. Hein, mais qu'il y ait même une volonté consciente d'Edgar Wright de ne pas enchaîner directement sur un troisième film avec ce même tandem, histoire de ne pas commencer à être emprisonné
un peu dans ce genre déjà avec ce même groupe d'acteurs. Il y a une rupture assez franche avec Scott Pilgrim, hein, puisque ce casting-là ne revient pas. Je pense qu'il n'y a aucun membre du casting qui est là. Non, rien. Il me semble. Et donc je crois que il y a une peur chez lui de se faire enfermer aussi dans quelque chose. Et j'imagine que justement après Shaun of the Dead, qui pour moi est vraiment dans un prolongement par rapport à Spaced, je pense que par exemple il aurait voulu retravailler exactement sur les mêmes motifs, et il a bien fait pour le coup avec Hot Fuzz de ne pas refaire une comédie romantique ou quelque part de ne pas faire un film de potes au premier degré comme élément narratif principal, parce que je crois il aurait pu se retrouver super vite catalogué en fait dans la comédie fun un peu loufoque où on parle effectivement de la middle class, et que quelque part le fait d'avoir pris une parodie plus franche avec le deuxième était une manière aussi de montrer je peux vous en mettre plein la vue déjà là-dessus, et essayer de travailler encore d'autres registres comiques que la comédie romantique, puisqu'il n'y a pas de romance dans Hot Fuzz, ce qui finalement est assez étonnant par rapport à tout ce qu'il avait mis en place auparavant. Peut-être un peu en crypto-gay, parce que moi je vois il y a un côté un peu crypto-gay. Je vois de la romance dans les deux personnages principaux. C'est une bromance. C'est une bromance. Qui est sur mais ça, je disais, l'histoire d'amitié extrêmement touchante. Vraiment, c'est plus si affinité. Ouais. Non, tout à fait, je suis assez d'accord. Mais je pense que le fait de ne pas avoir pris justement une histoire de couple typique est peut-être aussi une manière pour lui de ne pas s'enfermer là-dedans, même s'il va revenir à une histoire de romance avec Scott Pilgrim pour le coup, mais qui est un élément romantique, mais esthétiquement marqué de façon très différente, et puis surtout dans la même dynamique. Je fais un fast forward là, on va revenir après. Quand il fait Baby Driver, il est premier degré. Il est complètement premier degré, et ce qu'il fera aussi avec Last Night in Soho, qui est je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je considère aussi que c'est un film génial. Moi, j'aime pas trop Baby Driver, je suis désolée. J'aime pas les films de voiture. Moi, c'est mon film rêvé, en fait. C'est le film que tu aurais pu te surprendre un jour à fantasmer, de me dire ah ouais, putain, ce serait trop bien s'il y avait ce film super calé sur la musique, ça donnerait sûrement trop bien. Mais tu fantasmes un truc comme ça en te disant c'est pas possible que tu sortes quelque chose qui tienne la route avec ce concept-là. Et ben en fait, si. Et en 2017, quand le truc est tombé, moi j'étais. Sinon, j'arrive pas, j'en démords pas. Hein. Il est dans mon top 10, Baby Driver. Je peux pas. Oui. Donc voilà, pardon. Non, mais tu fais bien. Mais est-ce que le dernier pop avant la fin du monde est dans ton top 10 ? Attention. Non. Mais il est bien quand même. Et vous ? Mais qui nous le résume d'abord ? Je veux bien. Christophe ? Allez, vas-y. Donc on a un personnage qui s'appelle Gary King qui termine ses études avec sa fidèle bande de potes et qui décide pour clôturer ça en beauté de faire ce qu'on appelle le barathon. Donc c'est le tour de 12 pubs, c'est ça, de 12 pubs de sa petite bourgade comme ça. Il entame cette tournée, et puis progressivement, comme ça consiste à boire une pinte cul sec dans chaque bar, il perd ses potes qui finissent par malades et tout ça, et lui-même finalement décide de jeter l'éponge, et donc il termine avec ses potes à l'aube sans avoir terminé le marathon complet. Et puis une vingtaine d'années plus tard, on le retrouve, et alors qu'il est en train de discuter de son passé et tout le truc, il lui passe l'idée comme ça d'aller retrouver... truc d'alcoolique anonyme. On voit que c'est on ne le dit pas tout de suite. On ne le dit pas tout de suite. On ne le dit pas tout de suite. Et d'ailleurs, je trouve que... On va pouvoir y revenir, mais je trouve que ça désamorce un effet. Ça fait partie des choses dont on pourra dire sur le film. C'est que... Et puis, il se met en tête d'aller retrouver ses anciens potes. Et puis, on se rend compte, quand il va recruter l'équipe pour repartir, qu'en fait, il n'y en a aucun qui est vraiment chaud pour revenir là-dessus. C'est une ville qu'ils ont laissée derrière eux, quoi. Ils disent non, c'est terminé. Et puis surtout, il y a le personnage joué par Nick Frost, ici, j'ai oublié son nom encore une fois, c'est pas Page, je sais plus comment c'est. Knightley, c'est Knightley. Knightley qui a eu en fait un accident par le passé et qui ne considère plus King comme étant son ami, et puis par un habile jeu de manipulation, Gary King arrive à les convaincre de tous revenir, et puis alors qu'ils entament le marathon, qu'aucun d'entre eux n'est chaud pour revisiter leur passé, on parlait de la nostalgie, King il est complètement dedans, il veut terminer ce qu'il avait pas su finir quand il avait 18 ans, il ne veut pas grandir non plus, alors qu'ils sont en train de faire ce marathon, il se rend compte que les habitants ont des comportements étranges, et puis ils se rendent compte qu'en fait une bonne partie de la population a été remplacée par des aliens qui ont pour but d'élever l'humanité vers un stade supérieur en éliminant toute une partie des émotions négatives et tout ça. Ce qui déjà au sein du film est un sacré twist. Oui. C'est pas, le film ne s'annonce pas effectivement comme tel, mais on est en plein dans un film de body snatchers en fait, mais pas que, parce que c'est aussi un film de kung-fu d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Tous les affrontements sont très là-dessus, et après, je pense que c'est peut-être un des films sur lesquels il y a le plus de choses à dire, et c'est peut-être pas celui que je préfère. Et je dois même dire que et je pense que c'est une de ses qualités, paradoxalement,
c'est que je trouve pas que c'est un film très drôle en fait. Non, C'est mais pas, pas je trouve que c'est un film extrêmement très triste, dur, très dur. Et Le je pense personnage que de c'est ce qui King en est fait quelque extrêmement chose. dur. Oui, Ouais. tout à fait. Je pense que c'est un film qui est assez difficile à appréhender pour plein de raisons, mais que je pense qu'il est super intéressant à décortiquer. Et finalement, là aussi en la matière, j'ai presque envie de dire, c'est un peu la gueule de bois de Ferris Bueller. Ouais, Le c'est film. ça. C'est un peu d'un coup. Alors, on parle de la comédie. Souvent, on a tendance à dire que la comédie, c'est forcément la légèreté, c'est forcément la grosse gaudriole. Mais si je parle de Ferris Bueller, c'est parce que quand j'avais découvert donc ce film de John Hughes, il y avait quelque chose qui m'avait frappé. C'est alors oui, il y a Ferris Bueller qui est un personnage super drôle et autre qui vit. C'est le Parker Lewis, le prototype de Parker Lewis. C'est un personnage qui a toujours une réponse à tout et tout le truc. Mais finalement, le film, j'avais l'impression que ça parlait plus de son comparse, qui a beaucoup de problèmes d'intégration, des problèmes avec son père et tout le truc, qui a une vie beaucoup plus difficile. Et quand j'avais découvert le film, je me dis mais en fait, Ferris Bueller, c'est pas le personnage principal. C'est un moteur comique, mais en réalité, c'est de l'autre dont on parle. Ce type qui est pas bien dans sa peau, qui doit se révolter contre son père aussi et tout ça. Enfin, on parlait un peu de psychologie des personnages. Bah, c'était très présent et j'ai un peu l'impression que le dernier pub avant la fin du monde, il exacerbe encore ça plus. C'est vraiment un truc sur lequel il faut parvenir à statuer. Les personnages sont un peu complexes. Voilà. On avait un bougeage de Oui, rideau. c'était Oui, l'alarme pardon. qui nous alertait que les body snatchers c'était en train Voilà. d'arriver et que l'un d'entre nous n'était pas. Mais bon, là, je suis en train d'aller déjà assez loin là-dessus, mais je sais pas du coup de votre côté si le rapport est un peu équivalent. Est-ce que comment vous l'avez vécu en fait le film quand vous l'avez vu? Vas-y, je t'en prie. Ben moi, en fait, la première fois où je l'ai vu, je n'ai pas eu toute cette analyse, justement. Je pense que je l'ai vraiment pris un peu au premier degré, voilà, comme un film de science-fiction, avec cet aspect qui est vachement moins drôle que les autres, mais donc pour vraiment ce côté science-fiction. C'est en le revoyant, en fait, ici, dernièrement, que j'ai vraiment vu l'aspect dépressif et dark du film. Donc je rejoins sur ce côté-là. Mais oui, ça m'avait pas sauté aux yeux directement. C'est vrai. Moi, ça m'avait C'est frappé Moi, c'est parce le que je premier pense truc que que j'ai j'arrivais vu, vraiment avec l'envie de voir un truc feel good, Ouais, c'est ça. super feel good, Ouais. et que j'ai pas eu en fait. Ouais. Euh, Oh, pour moi, il y a quand même des aspects. Enfin, Il y a des très bons moments. Comédie. Voilà, c'était ça. Mais je m'attendais à quelque chose de jubilatoire tout le temps. Ouais. Ce que Shaun of the Dead et Hot Fuzz Hot étaient, Fuzz, à ouais. mon sens. Ouais. Et là, celui-là, j'ai pas senti le même truc. J'ai eu une... Mais moi, je trouve que l'épilogue l'amène, en fait. L'épilogue, l'épilogue. alors l'épilogue, Ouais. c'est ça. Le L'épilogue, film se finit bien. Je trouve que ce côté se déploie effectivement dans le final, mais que il y a plein de choses, je trouve, qui rendent le film super intéressant, mais qui moi m'ont moins directement accroché d'un point de vue humoristique. Moi, ça m'a même déprimé. Ce film, à chaque fois que je voyais Simon. King, King, oui. Gary les King. larmes aux yeux et tout, j'étais dévastée pour lui. Il me faisait de la peine tout le long. C'est- Mais vas-y, Je pardon. pense que ce qu'il y a, c'est que moi, Gary King m'a fait de la peine dès le début. Mais En fait. oui, Oui. c'est Dès le début. rude, quoi. Vraiment, c'était un l'archétype personnage- du personnage qui veut pas grandir, qui Oui, veut pas oui, vieillir. il était pire que paumé, quoi. Ouais, il est vraiment rude, je trouve. Et j'ai une comment dire, une Anecdote analyse. Non, c'est pas non, j'ai plein d'anecdotes par rapport à ce film-là, mais je les dirai après. Non, pour en venir à l'aspect dépressif, il faut savoir justement que Simon Pegg, qui a participé encore une fois à l'écriture du film, est quelqu'un qui a été, je pense, diagnostiqué vraiment dépressif chronique à l'adolescence, même au fin de l'adolescence. Donc c'est quelque chose qu'il connaît. Et je pense dont il avait sûrement besoin de parler dans ce film-là. Et j'ai lu aussi en fait que tu me parlais un petit peu de suicide, dans le sens où en fait il y a une théorie comme quoi justement le personnage de Gary King veut faire ça, donc le World's End, le dernière journée avec tous ses potes, pour après finalement se suicider. C'est Et il y a sous-entendu. plein Oui. de petits C'est moments où on sous-entendu notamment parce qu'il a autour des sous-entend, poignets. On a l'impression qu'il s'est déjà ouais. ouvert les veines. En Ouais. fait. C'est ça. Ouais. Et même Ouais. The World End, en fait, finalement la fin Mhm. du monde, Tout à c'est fait. la fin du monde pour lui, peut-être. Ah bah ça, à la ça va fin. me permettre de rebondir, c'est que je parle souvent d'écriture très calibrée chez Edgar Wright, mais Ouais. en fait, il y a un truc, je trouve que dans ce troisième film, là, il est en pleine possession de ses moyens pour clôturer tout ça, et que même en termes d'écriture, alors ça passe aussi dans la mise en scène, sa science des transitions, j'ai jamais trouvé ça aussi excellent que dans ce film-là, sauf peut-être aussi dans des films qui suivront, hein, donc ça, je trouve qu'il ne fait que s'améliorer. Mais alors dans l'écriture, je trouve qu'il passe un cap en amenant une espèce de couche mythologique en plus dans la façon qu'il a de décrire son univers, et notamment, ça passe énormément d'une part par les noms que les personnages ont, Oui, et c'est une surtout par cour le féodale. et surtout, hein. et Ouais. surtout par le nom des pubs. Je trouve que le nom des ouais. pubs, quand il t'annonce, alors déjà, il a cette façon super géniale que je trouve qui est
par l'histoire que te raconte Gary King au début du film, il te raconte le film déjà. Tu vois, il t'indique en fait tout est reproduit, en fait tout se reproduit, et donc à nouveau là il y a une écriture en écho, mais derrière il te donne les noms des bars, et en fait sans que tu le vois te revenir, il t'annonce ce qui va se passer dans chacun des bars en fait. Quand il arrive dans la ruche, ils se font submerger d'aliens. Quand il arrive au chien à deux têtes, ils se font attaquer par des jumelles. Tu vois, il y a sans arrêt. J'ai adoré le bar où ça se passe très vite. Ça s'appelle le trou dans le mur, je crois, quelque chose comme ça. Et t'as la bagnole qui vient l'encastrer. C'est génial parce que t'as sans arrêt ce jeu d'écola. Oui, la sirène. C'est tout à coup, t'es plus dans un pub, t'es dans une boîte de nuit où il y a de la musique qui va très fort et où ils ont l'air complètement subjugués les personnages. Donc là, tout à coup, quand tu rentres dans cette lecture mythologique, parce que en vrai, je trouve que c'est très important. Si jamais tu t'attaches pas à ça, il y a des moments où tu pourrais te sentir déconnecté, où tu as l'impression que tu passes d'un univers à l'autre en changeant de pub, tu vois. Ça commençait le discours sur la conformité, d'ailleurs à travers le design, ça se sent dans les premiers pubs où en fait c'est le même, ils ont été franchisés. Tu as l'impression que le parcours n'est pas fini, mais là ils ont commencé déjà à franchiser les premiers pubs, quoi. Mais qui est en lien avec la robotisation, et le fait que tout le monde est devenu un petit peu des robots, c'est comme tu disais, ce côté conformisme et peut-être aussi un peu adultifiant aussi par rapport au personnage qui lui est resté un gamin et que tous les autres autour de lui finalement ont changé, ont évolué, sont devenus adultes, sont devenus conformes et je dirais que le personnage... Vas-y, Caro. Mais pour moi c'est encore plus loin que ne pas vouloir grandir. Là il est vraiment dans une profonde détresse et ce qui est très très beau c'est à la fin, c'est pour ça que je trouve que c'est la plus belle fin des trois, c'est que ici d'ailleurs le film de Roger Corman, mais je ne sais plus le nom du film, c'est les mêmes lignes de dialogue où il dit c'est quoi c'est la liberté et à la fin il va juste vivre sa vie de rêve où il demande de l'eau, et je trouve que c'est la plus jolie fin qu'on puisse avoir pour le personnage après ces trois films, parce que tu sens qu'il a passé un traumatisme dans la mesure où enfin il arrête de boire de l'alcool en fait. Je trouve ça hyper beau, et lui il veut juste la liberté en fait, il veut juste et je trouve ça magnifique comme fin. C'est le film que j'aime le moins, mais c'est la fin que j'aime le plus. Ça c'est quelque chose comme que tous les personnages vont vivre, justement le côté un peu optimiste et positif, c'est le fait que chaque personne, peut-être pas chaque personnage, mais une majorité de personnages, donc de la bande réunie, a un peu un objectif, quelque chose à accomplir qu'il n'a pas pu accomplir dans le passé. Par exemple, on a le gars qui se faisait bully quand il était au lycée, mais qui va affronter la personne qui l'avait bully. On a l'histoire du gars qui est amoureux de la sœur, qui est amoureux de la sœur, qui va justement parvenir à la séduire. Chaque personnage a un enjeu qu'il n'a pas su résoudre en début, qui là va résoudre suite à cette soirée. Et d'ailleurs, et Knightley, son enjeu, ça se résout quand il arrive à discuter avec King. En fait. C'est le moment où il résout l'enjeu qui était resté inachevé. C'était la réconciliation de l'amitié. Quand je dis, il y a différents stades d'amitié. En fait, dans Shaun of the Dead, c'est une amitié au moment où elle est dans sa routine. Dans Hot Fuzz, c'est la naissance de cette amitié-là. Et là, on passe par la fin, la réconciliation. C'est terminé. Et voilà. Mais je pense que tout ce climat, en fait, moi, m'a fait... il me fait toujours un peu, me met toujours un petit peu en porte-à-faux par rapport au film quand je le commence, parce que effectivement autant Shaun avait le côté ado un peu mal dégrossi mais sympa là-dessus, autant on avait le personnage de Nick Frost de Hot Fuzz qui était très naïf par rapport à ce que la loi pouvait être et tout le truc, autant ici en fait on sent qu'il est vraiment perdu, et en même temps ça remet en question, je trouve, des choses de manière assez fine sur l'adolescence et sur le fait qu'à un moment donné le mec triomphait quand il était ado et que c'était fini en fait. Je trouve que le moment du film où il s'exprime justement dans Knightley qui dit c'était supposé être le début de ma vie et en fait j'ai rien eu de meilleur depuis, je trouve ça d'une tristesse infinie. C'est extrêmement triste. Et en même temps je peux pas m'empêcher de revoir pas mal de potes ados que j'avais aussi, qui étaient des adolescents triomphants et qui sont devenus entre guillemets des adultes super banals, mais c'est voire même constamment en train de regretter leur adolescence. Mais c'est pour ça que le film est triste, parce que c'est hyper vrai. Oui, tout à fait. Ce côté de se dire le meilleur de ma vie, c'était 3 années c'était 3 années entre 15 et 18 ans, quoi. C'est horrible de se dire ça et de savoir que plein de gens cultivent cette espèce de fausse nostalgie. Je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'ils ont à chaque fois écrit les scénarios à deux, Edgar Wright et Simon Pegg, mais ici le scénario de Dernier peuple avant la fin du monde, c'est un scénario qu'Edgar Wright au départ avait écrit quand il avait 21 ans, qui s'appelait Crawl, parce que le baraton en anglais c'est pub crawl. Et est-ce que ici, comme tu disais, maintenant je n'ai pas les détails, mais Simon Pegg, fort dépressif, etc., est-ce qu'ici il a voulu amener un pan beaucoup plus personnel, beaucoup plus fouillé que peut-être sur les 2 premiers films, il restait encore un peu dans comme on dit, la nostalgie, l'envie, le besoin de grandir, etc. Mais qu'ici, tu as vraiment l'impression qu'ils ont été à fond, donc on va livrer nos tripes, quoi.
Bon, c'est pour ça qu'il est le plus touchant. Ben c'est ça. En fait, de base, bon, le truc un peu fun justement du film, c'est qu'en fait, ce fameux marathon, Edgar Wright l'a vraiment fait quand il était ado. Donc, il l'a vraiment fait quand il était ado. Donc, c'est un truc qui est inspiré de sa vie avec ses potes, etc. Est-ce qu'on n'a pas tous fait un marathon Ouais. Et toujours moi qui bois de l'eau. Moi, j'ai jamais Je fait suis de la marathon. personne qui boit de l'eau. J'ai jamais fait de marathon. Non, jamais. Ok. Bon, vous, moi, pas vraiment établi comme ça. Maintenant, j'ai déjà. Écoute, si tu picolé veux, dans d'ici plein une de bars demi-heure, on a carrés, fini. Mais pardon, je t'ai interrompu. Pardon. Non, mais il a vraiment fait ce marathon avec des potes et donc il a écrit finalement ce fameux scénario. Et alors il a retenté de le refaire après adulte justement pour un petit peu retester ce Ses scénario. limites. Et apparemment il est arrivé qu'à 4 pentes et puis il était complètement assommé. C'est un petit peu l'anecdote. Et donc ils ont ressorti le scénario, mais ils se sont dit on peut pas le garder comme tel, on peut pas en faire qu'une comédie en fait. On veut amener quelque chose de plus. Et donc ce qu'ils ont amené, c'est cet aspect dépressif justement et peut-être sûrement aussi amené par Simon Pegg. Oui, c'est ça. Encore une fois ensemble. Oui, c'est ça, on ne sait pas mais trop. donc c'était vraiment cette volonté d'amener un truc en plus finalement et peut-être un peu plus adulte aussi que simplement des potes qui s'éclatent à boire un verre. Et autre anecdote justement un petit peu de tournage, en fait, donc dans le film on voit vraiment les gens qui affonnent des bières et donc là il les a fait répéter, tous les acteurs ils les ont fait répéter des affons de bière, sauf qu'en fait à un moment donné ils n'y arrivaient pas, enfin notamment Simon Pegg, en fait il n'arrivait pas à affonner, je sais pas combien de pintes comme ça en un temps record, et donc finalement ils ont utilisé des verres, des faux verres, enfin des verres avec des verres magiques, j'avais ça quand j'étais petite, On a j'adore. l'impression qu'il y a une bière complète, mais en fait c'est une demi-bière pour qu'ils puissent affonner à chaque fois. Oui, Donc, parce que c'est un un élément que je voulais amener aussi. Je trouve que toujours, il n'y a aucun problème au niveau de l'acting dans les films d'Edgar Wright. Mais alors, dans celui-là, il y a un truc que je trouve génial, c'est que les acteurs, à un moment, ils sont bourrés et ils jouent super bien, les gens bourrés. À mon avis, c'est vraiment bourré. Sauf un, évidemment, qui ne doit pas jouer les mecs bourrés. Enfin, Oui, vous comprendrez en voyant le film. tout à fait. Mais oui, alors c'est des moments où ils doivent clamer des répliques comme ça. Mais je trouve que c'est pas possible. À un moment, je me suis vraiment posé la question, surtout en le revoyant. Mais oui, est-ce qu'ils ont joué un peu alcoolisés pour réussir à avoir quand même, c'est ça. c'était quand même bien, quoi. Tu vois, parce qu'il y a des moments, je me suis dit, c'est pas possible. Oui, ça paraît trop la vrai. bouche un peu pâteuse, Oui, un peu ça, mais pâteuse, sans forcément en faire de trop, tout le truc. Oui, c'est ça, parce que parfois jouer un mec bourré, parfois c'est pas vraiment facile. dégueulasse. C'est quelque chose de pas facile à faire. Mais je pense que ce côté finalement très radical dans cette manière de dire on fait une comédie, mais en fait on va pas avoir peur d'aller dans le côté sombre de tout ça. Il y a peut-être aussi du fait que voilà, l'idée d'en faire une trilogie Cornetto, elle émerge plus ou moins au moment d'Hot Fuzz, mais donc quand ils se font devant le N, ils savent que c'est le dernier. Et quelque part, je refais un parallèle avec les Monty Python, c'est quand les Monty Python ont fait Le Sens de la Vie, ils savaient que c'était le dernier long métrage qu'ils feraient ensemble, qu'ils feraient plus. Et donc, ils ont poussé les potards à fond dans des trucs très déstabilisants par rapport à ce que tu peux attendre d'un film comique. En ayant très loin dans le gore et quelque part en faisant une espèce de mouvement du genre, maintenant on va aller tellement loin qu'on va peut-être même casser le truc, qu'on va peut-être casser le jouet, quoi. Ouais. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a, sans dire que c'est aussi radical dans la fin du monde, tout te dit on n'y reviendra pas cette fois-ci. Et je me demande si dans cette perception que je peux avoir d'Edgar Wright, qui est peut-être fausse, je ne suis pas dans sa tête non plus, de ne pas vouloir se répéter, d'arriver dans le film en se disant j'y reviens, parce que je suis attendu, parce qu'on a attendu, parce qu'on a dit que ce serait une trilogie et qu'il y aura un troisième film, mais qu'après je ne veux plus y revenir. Et ça me donne un peu cette impression que le film au début a des personnages qui vont constamment contre l'action. Oui, là où au début je m'attendais à ce que ce soit justement un film, un côté feel good, genre Le Péril Jeune, où on a un groupe de potes qui se retrouvent au début, on a un pitch d'ailleurs qui est un peu similaire, c'est un groupe de potes qui se retrouvent autour d'un dealer qui a disparu, mais qui renoue très très vite, et là ils vont constamment à contre-temps de l'élan de l'histoire, en fait. Gary King, il dit il faut qu'on fasse ce truc, ils sont tout le temps non, on boit des bières, non, moi je bois de l'eau, et tout ça. Et j'ai un peu l'impression que, même d'un point de vue visuel, comme il a donné tellement dans Hot Fuzz et dans Scott Pilgrim, qu'il se sent moins obligé d'aller loin. Le film est très sage, je trouve, formellement, pendant toute une grande partie. Et je trouve que... Jusqu'aux dernières 20 minutes... En tout cas, techniquement, alors que moi, les parties action, c'est ce qui me plaît le plus, je trouve qu'il est super précis dans le découpage et la lisibilité. Oui, de tout à fait. Il y a des choses incroyables. Le côté ludique de la mise en scène, tel que dans Hot Fuzz, par exemple, ça n'arrête pas. Tu as toujours un jeu sur la... Ici, je le trouve plus timoré au début, et même l'exposition, je pense que ça vient peut-être du fait que, à mon sens, il y a un mélange des genres qui est moins évident. C'est-à-dire que quand on a le côté parodique un peu fun dans Shaun of the Dead, et dans Hot Fuzz encore plus du côté action, c'est lié naturellement au genre, c'est-à-dire que depuis que George Romero a fait Dawn of the Dead, que dans le film de zombies, on ait des dérives guerrières
de baston, ça paraît logique. C'est dans le corps du truc. Dans Hot Fuzz, évidemment, le côté jubilatoire de la parodie action, visuel, on slash, ok. Je trouve qu'ici, c'est moins évident parce que le film de Body Snatcher, c'est pas un genre qui prête à des scènes de baston à la base. C'est des scènes de parano, des gens qui fuient, mais c'est rarement des scènes où les gens sont en contact et tout le truc. Et du coup, ce mélange, moi, qui me trouve toujours un petit peu, c'est-à-dire que d'un coup, quand on voit ces gens qui se mettent à se battre dans les toilettes en étant bourrés, comme dans un Jackie Chan, comme dans Drunken Master, j'avais toujours l'impression que c'est un peu forcé, que moi je devais faire un truc pour y croire un peu plus. C'est vrai que t'as cette scène de baston, puis il n'y en a plus du tout. Ouais. Et puis c'est vraiment les 20 dernières minutes où là ça y va fois je 1000. trouve que quelque part ce mélange me paraît moins organique, justement, moins naturel. Alors, tu glisses moins dans la parodie parce que d'un coup tu as des personnages qu'on te présente finalement comme étant très lambda qui d'un coup se mettent à glisser en dessous des jambes, des trucs. Oui, moi, c'est vrai que peut-être cette pas scène dans les toilettes exactement est perturbante. mais tu mets peut-être le doigt sur quelque chose où c'est peut-être la première fois dans l'écriture d'un Wright où j'ai l'impression qu'il y a une petite incohérence narrative en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit titre, pardon. Ah, pardon. Oui. Où il y a peut-être une incohérence narrative qui arrive parce qu'en fait, à partir du moment où il défonce les 5 aliens, enfin oui, les 5, je sais pas quoi, les 5 robots, et qu'ensuite ils se barrent. Ce ne sont pas des esclaves, Vincent. Mais oui, mais que tu te rends compte qu'en fait, ils peuvent être réactivés, qu'il n'y a pas de souci, tu te dis, mais pourquoi là, ils se font pas directement choper en fait Pourquoi est-ce qu'il y a ce jeu du chat à la souris qui n'a pas lieu d'être Et là, à nouveau, je suis un peu obligé de mettre mon cerveau en pause pour me dire, ne pose pas cette question. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, je pense que là, il y a vraiment une forme de connivence volontaire qui doit s'installer. Et je trouve que pour ça, le film trouve vraiment son rythme après, quand tu as dû accepter tout ça. Mais c'est ça que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... C'est moins fluide. De moins fluide dans la construction du film, de son exposition. Moi, je dois à un moment donné, effectivement, voir même peut-être un petit peu plus... je vais pas dire intellectualiser, c'est un peu ça, même prendre, comme tu dis, un petit peu plus de recul par rapport à ce qu'on me raconte pour accepter certains de ces trucs, quoi. Je glisse moins dedans naturellement. Il y a quelque chose qui me voilà, titre donc mais il y a quelque chose en fait qui m'empêche d'aller, et en même temps je trouve ça intéressant parce que c'est exactement ce qui arrive à tous les personnages. Oui. Ils y vont constamment à contre-temps, quoi. T'as aimé toi, Marine, celui-là? Pardon. Il y a que King en fait qui veut aller de l'avant. Ouais. Bon, tu l'as aimé? Moi, toi je l'ai beaucoup aimé, oui. Ouais. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé pour le côté dark et analytique. Maintenant, je pense qu'il y a un petit peu un ventre mou quand même dans le film. C'est celui où, même si je l'aime énormément, pas celui où je m'ennuie, je m'ennuie jamais devant la trilogie du Cornetto, mais voilà, où à partir, je pense, tu vois, là, justement après la scène dans la boîte de nuit, etc., je trouve qu'après ça se ralentit un petit peu, et c'est un petit peu plus laborieux pour aller vers la fin, mais non, mais je l'aime beaucoup. Et après, je suis d'accord avec Vincent, je trouve qu'il y a une vraie virtuosité dans les scènes de combat. Voilà, il s'inspire de Drunken Master, donc pour ceux qui ne connaissent pas le pitch, c'est des films d'arts martiaux, mais où on développe une technique de l'homme ivre. En fait, plus on boit, mieux on se bat. Il y a une scène qui est exactement ça, notamment, je crois que c'est à la ruche, où tu as une scène de baston collective, et où le personnage de Simon Pegg veut absolument finir sa pinte pendant le combat. Il évite les adversaires, puis il continue de boire, il continue de boire. Tu as l'impression que c'est directement tiré dans de ces films-là, et je trouve ça super drôle, mais en même temps, autant je trouve qu'il est moins fluide pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, je trouve qu'en même temps il y a une vraie incarnation des personnages et quelque chose de vraiment très fort quand en fait on s'arrête et qu'on se pose avec ces personnages là, quoi. Je pense que c'est peut-être le film un peu de la sagesse de la trilogie. Finalement, on est quand même sur la sagesse. En plus, les acteurs, c'est des acteurs qui sont déjà revenus pour la plupart dans les autres films et qui sont un peu vieillissants, quoi. Par exemple, là, on dit qu'ils ont 40 ans. Bon, 40, un peu plus, à mon avis, mais ça se voit qu'ils sont un peu plus vieux. Donc, je pense que c'est un film qui se pose un peu quand même et qui regarde un petit peu ce qui a été fait après et qui adopte qui va moins dans le côté foufou, qui adopte un aspect un peu plus sage, finalement. Oui, je pense qu'il s'interroge vraiment sur le côté nostalgique et de se dire, mais regardez tout le temps derrière. Est-ce qu'à un moment donné c'est pas une impasse, quoi. Et en même temps de se dire, mais en même temps est-ce que choisir la normalité, est-ce que c'est mieux pour autant? Est-ce que devenir adulte comme le sont les potes de Gary King, c'est ce qu'on a vraiment tous envie de faire, quoi. Il y a un peu ce qui est finalement aussi quelque chose qui sera traité dans ça que je te regarde. Attends, Last Night in Soho. La question nostalgie. Ah oui, tout à fait. La question nostalgique. Mais je pense aussi qu'ici, si je ne me trompe, tous les 4, on s'est réenfilé les 3 d'un coup. Titre. Moi je regardais tout. Moi je me suis réenfilée tous les films d'Edgar Wright. Et je pense aussi que quand tu te fais 3 soirs d'affilée, tu te fais Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Dernier peuple avant la fin du monde,
le choc est un peu plus rude Il y a que, le choc, que fin, quand tu ouais. vois le dernier peuple avant la fin du monde séparément, entre guillemets, et peut-être moins rude en fait, parce que tu t'as passé quand même deux soirées ou l'autre à t'éclater. Moi, je me suis fait un peu, pas tout, parce que j'ai pas hyper fort accroché à la totalité, mais j'ai regardé Spaced aussi. T'es vraiment à fond dedans, et puis tu te prends du Gary King, Mais les il a un larmes côté aux gueule yeux. de bois, celui-là. Waouh, c'est c'est clairement rude. ça. Quoi. Je crois que quand tu t'enchaînes, pas t'enfiles tout d'un coup, c'est plus compliqué peut-être. Et je pense aussi que c'est peut-être celui qui statue le moins. Enfin, le final est vraiment très ambigu, je trouve, en la Mais le matière. final, je trouve magnifique le final. Par contre, je trouve que enfin, je me répète, mais ça fait une belle fin pour la trilogie. Ouais, finalement, le bonheur dans le chaos. Ouais. Enfin, dans une Oui, espèce c'est de C'est ça qui est chaos. beau, quoi. C'est le discours sur le conformisme où Bah oui. c'est ambigu, Ouais. parce que Ouais. c'est quand t'as les aliens qui font off, ok, on se casse, et puis tout le monde retourne à l'âge de pierre, tu sais pas si c'est positif pour tout le monde. Alors fait. que cette normalité, elle s'oppose à Gary King depuis le début. Ouais. Et tu ne peux pas être du côté de Gary King puisque tu sais qu'il va mal depuis le début Ouais. aussi. Ouais. Comme tu dis, Exactement. le fait qu'on le présente dans une discussion centrale, tu sais déjà qu'il a un problème à la base. Même simplement Même la... sa tête, quoi, Oui. la façon dont son regard, Puis même tout, la il couleur, est il a les cheveux exceptionnel. noirs, il a effectivement Il ce est côté... dingue, cet acteur. Ce côté, oui, non, et je trouve que là, il arrive à vraiment déverser dans le film des trucs d'une vraie intensité où tu dis wow. Et notamment ce moment où à chaque fois que je revois le film, je me dis là, le film existe ne serait-ce que pour ce moment-là, quoi. Quand il s'effondre en disant, il y avait tellement d'optimisme, tellement de trucs, et finalement on en a quoi. Et là encore une fois où tu sens que Wright et Pegg ne statuent pas non plus, c'est que finalement il devient un vrai personnage de fiction à la fin. C'est à l'apocalypse qui arrive, et finalement lui son monde, c'est vraiment un pur monde post-apo de fantasy, Ouais, quoi. mais c'est un peu comme s'il vivait, il continuait à vivre dans une sorte de rêve. En Oui, fait, finalement, pas dans avec, une réalité avec des concrète, robots, c'est le seul qui prend le contrôle. Enfin, il est avec Ouais. des robots qui sont Ouais. enfermés aussi en même temps dans leur aspect, tout en prenant son épée droit. Enfin, Ouais. c'est avec Ah ça oui, qu'il se c'est- bat maintenant. Ça devient vraiment une figure iconique en fait à la fin. Peut-être C'est simplement vraiment parce que c'était quelqu'un qui n'était pas destiné, on va dire, à vivre dans une Oui. certaine réalité. Dans une- en fait, exactement. finalement. Je pense ça, qu'à ce je côté-là, pense. effectivement, je suis assez d'accord. Je pense Ce que c'est ça côté, que je trouve assez beau. Quoi. il n'était pas fait pour le monde dans lequel il vivait en fait. Ouais. Et le monde post-apocalyptique, paradoxalement, lui permet d'être plus épanoui. D'ailleurs, il a plus besoin de boire pour ça. Ouais. Et le... Mais c'est aussi une belle synthèse de tout, parce qu'à chaque fois, le personnage de Simon Pegg, c'est à chaque fois un personnage qui n'est pas fait pour le monde dans lequel il vit. Tu vois, que ce soit dans Shaun of the Dead, dans Hot Fuzz, à chaque fois, il est toujours il en est- décalage. il est toujours en décalage, il est jamais totalement heureux, il y a toujours un truc où il essaye, il doit se faire et ici, Ouais. il y va à fond. C'est ça que je trouve Et je assez trouve ça aussi touchant. intéressant que du coup dans ce film-là, le personnage un petit peu sérieux, on va dire, la caution un peu sérieuse, ce soit le personnage de Nick Frost. Oui, Là tout où à dans fait. les autres films, Exactement. finalement, c'est justement le personnage Exactement. toujours un peu naïf, c'est toujours lui qui va un peu faire les conneries, etc. Là, il joue justement ce personnage d'adulte sérieux qui fait un Quand petit peu, lui, il est encore sobre et qui s'enchaîne Oui. tout d'un coup. Oui. C'est magnifique. Ouais, c'est ça, et en même temps, en voyant le film, tu vois que lui, par exemple, son comportement guerrier, il est justifié par le sport qu'il pratiquait quand il était Ouais. ado. Alors que Ouais. les autres, pas. C'est ça. Ouais. Tous on t'aurait dit qu'à un moment donné, ils étaient Ouais. tous dans un club de kung-fu ou un truc comme ça. Je t'aurais dit, ok, c'est bon, je marche. C'est peut-être des éléments en termes de payoff qui manquent un peu peut-être dans celui-là. Mais en même temps, là aussi, c'est là que quand t'as Gary King qui dit c'était supposé être là, et que lui de son côté dit, mais moi j'ai pas réussi ma vie non plus. Ma femme, elle vient de partir. Elle est partie avec mes gosses. Et tu te dis, mais putain, c'est tellement la vie d'adulte en Ouais. fait. Quelle horreur. C'est le moment où tu te relèves, quoi, tu vois, Mais et que tu c'est- reconstruis des trucs ouais. après, quoi. Mais c'est ça qui est marrant, si on met ça en parallèle avec Shaun of the Dead, qui est vraiment par début trentaine, tu vois, le personnage il a 29 ans, en fait, on est vraiment sur des problématiques qui touchent au début de la trentaine, et c'est pour ça que moi, en voyant ça, je me suis un petit peu retrouvée aussi, que là, on est clairement sur des problématiques liées à la quarantaine. En fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, et là, on arrive Qu'est-ce à qui me reste à qu'est-ce que faire j'ai fait de ma vie. Ouais, c'est peut-être pour qu'est-ce ça que que je l'ai moi, je abordé vais mener directement pour sous la cet angle-là quand je l'ai vu. Mais non, mais tu vois, Non, mais c'est vrai, mais c'est pas, j'ai Je pas pense de problème qu'on est- avec mon âge en la enfin, matière, mais non, mais tout c'est à fait. vrai. vu qu'on a Je un pense petit écart d'âge, à qu'effectivement. mon avis, on prend les Ouais. choses aussi différemment par rapport à Non, ça. non, mais je crois et que ça, effectivement, ça reflète certainement très très fort l'état d'esprit dans lequel les auteurs abordaient les films à l'âge où ils avaient. Ils auraient fait à The World End peut-être directement après Hot Fuzz, ils l'auraient fait en 2010. Ouais. Peut-être que le film aurait été très différent. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs qu'ils aient pris un autre détour Ouais. plutôt que de le faire. Mais aussi, ce qu'il y a d'intéressant dans celui-là, et c'est peut-être un geste en faveur finalement de la fiction là-dessus, c'est que dans le premier film, finalement, on a Sean qui s'adapte. Il arrive quand même, il se met dans un petit couple modèle, il garde juste sa petite touche de fantaisie avec Ouais. Ed qui est Avec dans sa Ed. cabane. À la fin de Hot Fuzz, on a Angel qui devient un super flic, un autre type de fascisme en même temps. Exactement, c'est ce que je disais quand on préparait C'est l'épisode. Edgar Wright le dit lui-même. Ouais, hein. ouais. Il dit dans le commentaire audio D'accord. du film, il dit en fait finalement c'est un type de fascisme qui en a remplacé un autre quand il dit Tout à donc la fait. fin, parce que finalement quand ils vont botter des culs, c'est des culs hippies. Hein. Oui, il y mais a des hippies qui c'est sont très là. important sa Oui, dernière oui. réplique. On Bien dirait il y a sûr. des hippies Il y a
les hippies qui sont installés, alors que dans Dernier pas avant la fin du monde, c'est le monde qui doit changer pour que King se sente à l'aise en fait. Ouais. Un monde sans truc où certains peuvent être heureux, c'est ce qui se passe. Il y en a qui, moi je continue à vendre des appartements. Je suis un robot, je vends des appartements. Le gars qui On retourne dans sa revoit le famille. mec de Jurassic World 2. Ouais. Le gars qui retourne dans sa famille, on dit en fait sa femme ne s'est même pas rendu compte Ouais, ça, que c'était Ouais, un ouais, robot oui, qui le remplaçait. Puis le petit couple qui va se mettre dans sa cabane aussi et tout ça. Et puis donc King là qui devient un vrai héros de post-apo quoi, qui prend le parti des laissés pour compte en avançant avec des robots, tout le truc. Et d'ailleurs, t'as une image de pure pulp à la fin. C'est quand il prend son épée et que t'as toute la lumière qui jaillit de la gueule des gens qui l'accompagnent. C'est t'as envie de voir un film qui commence. Voilà, tu te dis mais donnez-moi la suite. À Quoi. fond, à fond. Ouais. Et je voulais juste revenir un peu sur l'aspect gore dont on avait parlé en disant que Godfall c'était le plus gore. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, du coup, puisque les robots, à chaque fois, le sang, il est pas rouge, Ah il est oui, bleu. il est bleu. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, Tu peux y c'est aller. ça. Oui. Et que, du Il y a un coup, côté bad taste dans ce film par rapport à la couleur du sang qui est génial. Ouais. Quoi. Je sais pas Ouais. si t'as vu Bad Taste à l'époque. de Peter Jackson. Hein. Oui, ouais. oui, tout à fait. Pas Bad Taste, oh là là, Street Trash. À chaque fois, Street je Trash, non, oui. mais Trash, pourquoi d'accord. est-ce que à chaque fois je dis Trash, Bad Taste oui, pour je Street comprends bien. Trash Parce qu'ils sont tous les deux très trash et Pardon, très oui, gore. oui, oui, non, mais complètement. Je me dans demande Street Trash, il si, n'y a pas parce de que sang souvent dans les rouge. films, justement, ils mettent du sang bleu quand c'est pour il ne faut pas être atténuer. classé Ouais. trop hard, etc. Je me demande si c'est pas aussi pour ça. Je n'ai pas du tout la réponse à ça, mais s'ils n'ont pas voulu justement ne pas être trop gore pour permettre à un plus large public de voir le film. Je sais pas, je pense qu'il y avait un vrai intérêt à utiliser de l'encre. Ouais. Ok, d'accord. Quelque chose qui rappelle l'encre. Mais en parlant des robots, hein, c'est aussi quelque chose qui m'a troublé dans le film. C'est que malgré leur côté parodique, Shaun of the Dead et Hot Fuzz avaient une direction artistique qui était très ancrée dans le genre qu'ils faisaient. Alors que là, les robots qui se démantibulent comme des Playmobil ou comme des Big Jim, ça m'a toujours paru un peu bizarre d'avoir ce côté, je t'arrache la tête. Et en T'as même pas temps, l'impression que ça évoque un cinéma existant. Non. Tu Oui. vois, quelque Ouais. chose Parce qui qu'il parle a des d'aliens, références et même de te concrètes. dire qu'en termes de design, c'est que c'est pas crédible. Enfin, tu vois, t'as un côté artificiel qui est complètement assumé dans ces robots qui se démantibulent. Et en même temps, ça fait jouer de l'enfance. Donc, t'as un peu l'impression que c'est comme si tu jouais avec des Barbie, donc tu retires les La bras. jumelle et puis avec tu les remets. les les jambes jumelles, à la place exactement. du Ouais. bras. Oh là là, Ça, magnifique. t'as l'impression que c'est une Barbie que t'as bricolée. T'as l'impression que c'est dans Toy Story, là, tu vois, les Exactement. jouets laissés pour compte. Ah oui, T'as un c'est peu l'impression vraiment que t'es là-dedans quand tu les vois. Et en même temps, le fait d'assumer ce manque de crédibilité là-dedans, moi, me pose toujours un petit peu un problème quand je vois le film. Je me dis, mais en fait, on est où exactement quoi, là-dedans? Là où les autres, d'habitude, le code du Body Snatchers, t'as effectivement, soit ce sont des causes qui reproduisent, soit t'as tout quelque chose qui vise à une forme de crédibilité, là, qui ne cherche pas du tout. Ce qui est étonnant finalement par rapport aux autres films. Mais j'ai cru, en préparant l'épisode, j'ai cru tomber sur une info. Disons, il y a quelqu'un qui disait, je regardais une vidéo YouTube sur le sujet, et le gars disait que le film était plutôt un hommage finalement au genre littéraire en fait finalement de science-fiction et de body snatcher plutôt qu'au genre cinématographique. Alors je sais pas si ça a un lien ou pas. Mais que, du coup, il y a peut-être moi, le lien que je peux image, voir, c'est que j'avais lu. Donc, j'ai pas lu énormément forcément de romans de Body Snatchers, mais j'avais lu le texte original qui avait donné naissance aux différents films. Et là où il y a une vraie similarité, c'est que dans le film, en fait, dans le livre à l'origine, c'est que les cosses partent aussi. Elles finissent par partir, notamment parce que les humains résistent. Ok. Et ça se termine d'ailleurs un peu par une espèce de Deus ex machina, le roman, où le héros est sur le point de se faire avoir, et puis d'un coup, il y a toutes les cosses qui s'en vont. Ok. Et en fait, il comprend que c'est parce que tous les humains ont fini par résister et ils ont décidé d'arrêter l'invasion. Et là, quelque part, c'est ce qui se passe. C'est parce qu'ils ont ces trois humains là comme ça qui leur disent non, on est têtus, on est obstinés, tout le truc, qui se disent oh fuck off, et qui se barrent. En ça, je trouve que ça me rappelle pas mal le texte d'origine. Oui, et c'est très drôle aussi quand il dit ah oui, mais combien il reste de vrais humains ici? Et t'en as 3 qui lèvent la main. Toi qui fais ah oui, moi je suis là, oui. Oui. Et en même temps, je trouve que par exemple le final, il est étonnamment bavard par rapport à ce qu'ils ont pu faire à d'autres. Oui. C'est très statique. C'est un peu lent même. Comme tu disais, on va pas dire qu'on s'ennuie, on va pas pousser jusque là, mais il y a un côté un film de procès bourré. C'est très thématique ça, en fait à ce ça. moment-là. T'as vraiment l'impression qu'ils disent qu'on boucle le fond de ce qu'on a à dire et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus sur les thèmes qu'on a envie de brasser. À défaut de dire on ne fait pas passer un message, mais on a des thématiques qu'on a envie d'éclaircir complètement. Faut que vous sachiez ce qu'on a envie de vous dire. Une dernière anecdote? Non. Ça va, on tu a n'aurais tout. pas fait pipi à côté d'Edgar Wright par Non, hasard? j'ai pas fait pipi à côté des. Non. Par contre, Edgar Wright, si tu écoutes cet épisode et que tu veux revenir Dire, dans mes faire DM pipi pour à qu'on côté de nous. continue Bien la sûr. discussion, il n'y a Si tu arrives- aucun problème. Si tu veux Edgar venir Wright, si tu vis à enregistrer. Liège, tu peux venir faire pipi dans les toilettes de chez mes femmes quand tu veux. Voilà. Et on peut en réenregistrer un épisode avec plaisir où on reparlera de tout Voilà. avec toi. Donc je lance un message à Edgar, c'est quand tu veux, où tu veux. Non, Sur mais ce,
J'aime encore bien, tu vois, de lancer un petit peu des... Mais maintenant, je sais pas s'il y a des gens qui n'ont jamais vu la trilogie du Cornetto qui vont écouter ce podcast, mais vraiment, j'invite vraiment les jeunes générations à se plonger là-dedans. Mais non, mais parce que, ok, on en dit que c'est tout le temps référencé, compagnie, mais il n'y a pas besoin d'avoir ces références. C'est ultra dynamique, c'est très fun à regarder. Et c'est référencé, mais ce qui est détonnant, c'est qu'en fait, lui-même disait, en fait, il rend hommage à plein de trucs, mais il dit lui-même, on vit dans une époque où il y a des remakes tout le temps. Exactement. Et on sent qu'en même temps, il y a des propositions. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font de façon aussi intelligente. Donc, parce que c'est même des films qu'on peut juste aimer pour l'aspect cool. C'est cool. Ah bah oui, bien sûr. Cool en fait. Et on peut même poser son cerveau, on s'entend. On n'est pas obligé d'analyser tout ce qui se passe. On peut juste trouver les films. Ça, c'est juste nous. Et c'est bien. Et pour la fin, peut-être que Vlad va nous faire un petit coucou, mais il faut l'appeler. Vlad, viens dire bonjour au micro. Viens dire bonjour au micro. Viens dire bonjour. Est-ce que c'est Vlad ou est-ce que c'est son body snatcher ? En fait, on a un invité du Popcorn Club qui arrive à la fin de notre enregistrement juste pour bouffer des gros burgers. Et il va... Viens dire bonjour au micro, Vlad. Moi, je suis pas sûr que ce soit Vlad. Viens dire bonjour. Montre un peu tes cicatrices qu'on identifie si tu n'es pas Claude. Non, à côté de qui t'as fait pipi. À côté de Toby Hooper. Voilà, comme ça. On a un caméo de Vlad ici. Voilà. Bon, on va arrêter les on va donc arrêter l'enregistrement et manger ces énormes burgers. Et boire des pintes. On va au Winchester. Merci à tous et bonne journée, soirée, selon le moment où vous nous écoutez. Bon appétit et bon tout. En fait, soyez heureux. C'est un marathon.